Alors bonjour et bonsoir. Donc pour cette petite conférence qui va avoir pour objectif de vous présenter la multiconscience thérapie et les 5 étapes de la guérison de l'être. Alors c'est une conférence qui a pour objectif donc de vraiment vous donner un avant-goût encore plus précis sur l'enseignement qui va être proposé lors du stage qui aura lieu donc du 21 au 25 août. À la campagne dans un château. Alors, l'objectif de cette conférence-là, donc, est de vraiment vous donner un survol de ce que c'est que la multiconscience thérapie et des 5 étapes de guérison de l'être qui ont été identifiées dans la démarche que je propose, qui s'appelle la pleine conscience intuitive. D'abord, peut-être un petit mot sur la pleine conscience intuitive. Vous me connaissez peut-être, mon nom est Sylvain Bélanger et je pratique les thérapies intuitives depuis plus de 25 années et j'ai développé une approche qui s'appelait l'écoute imaginaire au départ. Cette approche, finalement, j'ai même écrit des livres sur le sujet, j'ai enseigné longuement sur cette approche-là et l'écoute imaginaire, pour moi, est quelque chose que je reconnais complètement, bien évidemment. Sauf qu'avec le temps, j'ai constaté que ce terme-là n'était pas un terme qui était rassembleur, d'une part, et j'ai constaté aussi euh, que le mot pleine conscience intuitive me parlait davantage aujourd'hui dans l'idée, quelque part, que cette pleine conscience intuitive-là permet donc de permettre d'approfondir la pratique intuitive d'une façon encore plus large. Alors, c'est ça un petit peu que je vais essayer de vous présenter également lors de cette conférence-là, d'où provient donc cette fameuse pleine conscience intuitive-là. Alors, évidemment, donc, si on se rappelle de l'écoute imaginaire, ce que je disais de l'écoute imaginaire, c'était qu'on pouvait, par le biais de l'imaginaire, utiliser, en fait, l'imaginaire était en fait un véhicule qui me permettait de voyager en moi ou qui me permettait de voyager vers un partenaire. Alors, la pleine conscience intuitive permet justement de comprendre cette réalité-là, bien évidemment, mais on cherche à l'élargir d'une façon encore plus importante en se rappelant justement que la pleine conscience intuitive nous met en contact avec la sagesse intelligente qui anime toute chose. Alors, anime toute chose, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire quelque part que le règne, par exemple, minéral, c'est donc le règne du sol, hein, la terre, bien évidemment, ça veut donc dire les pierres et tout ça, ben, quelque part, quand je me mets en relation avec des pierres, quand je me mets en relation avec ce règne minéral-là, je constate qu'il y a une forme de sagesse, une forme d'intelligence qui est là. On sait, hein, je pense que vous avez peut-être déjà rencontré des thérapeutes intuitifs qui vont lire dans les pierres. Hein, d'ailleurs, c'est reconnu hein, que, par exemple, les cristaux de quartz emmagasinent la mémoire. Donc, on peut effectivement constater qu'un bijou qu'on peut porter régulièrement en soi, si on a vécu des traumatismes importants, ces bijoux-là peuvent donc avoir une certaine charge mémorielle, une certaine charge émotionnelle qui peuvent être perturbatrices pour soi et on va conseiller à ce moment-là de nettoyer la pierre. Alors, sans vouloir aller dans le fond du détail, c'est juste pour faire comprendre que la pleine conscience intuitive reconnaît que ce règne minéral, donc le sol, ben, quelque part, est un espace d'intelligence et de sagesse et qu'il est donc possible, par la pleine conscience intuitive, d'explorer cet univers-là, ce règne-là, afin de devenir conscient de l'intelligence qui anime ce règne-là. Tout comme on peut effectivement aussi porter notre attention vers le règne végétal dans lequel on va reconnaître évidemment les arbres, les fleurs, les plantes, bon, les légumes, hein, les fruits, puisque tout ça va naître de ce règne végétal-là. On va comprendre évidemment que les eaux, les sources d'eau sont d'une grande importance aussi dans ce règne-là, et qu'évidemment, quand on commence justement à développer la pleine conscience intuitive de ce règne-là, on va découvrir justement que les plantes ont une certaine forme d'intelligence, et c'est de plus en plus reconnu hein, que les arbres ont une certaine intelligence, qu'ils ont une certaine sensibilité, une certaine émotion aussi. Alors, donc, on peut effectivement se promener dans une forêt et constater que dans cette forêt-là, il y a une forme d'intelligence qui n'est pas visible à l'œil nu, mais qui anime le règne végétal et qui font effectivement qu'on peut apprendre donc à s'harmoniser davantage à ce règne-là pour mieux comprendre de quelle façon qu'on peut le promouvoir. Hein. Il y a des gens quelque part dans le monde d'ailleurs qui vont travailler en communication avec les plantes, travailler en communication avec les légumes, etc., euh, pour parvenir justement à permettre une éclosion encore plus importante des légumes, des fruits, parce que justement, en étant conscient que les légumes, à quelque part, pour qu'ils puissent croître, ben, effectivement, il y a une conscience intelligente qui permet ça. Mais évidemment, en cherchant à répondre aux besoins de ces plantes-là, on donne l'occasion aux légumes, aux fruits, de pouvoir se manifester avec beaucoup plus de puissance, de force, etc. Donc, encore là, la pleine conscience intuitive a pour objectif de devenir conscient de ce règne-là végétal, de nous permettre, entre autres, des applications dans l'approche intuitive que j'enseigne sur l'alimentation. Il y a l'alimentation intuitive qui me permet de constater que quand je suis en connexion
ou en communication avec des légumes, des fruits, de la viande, bon, tout ce que vous voulez, tout le type d'aliments, ben, je peux effectivement évaluer la qualité énergétique de l'aliment en question, c'est-à-dire que l'aliment a une capacité d'absorber la lumière cosmique et est capable de réémettre cette conscience cosmique-là vers l'extérieur. Tout comme l'être humain est capable d'absorber la lumière et de réémettre cette lumière-là. Donc, une forme de respiration biolumineuse qui existe dans l'être humain et qu'on retrouve également aussi dans les aliments. Et c'est ce qui fait qu'on peut se retrouver, on peut donc effectivement évaluer la qualité d'un aliment. On peut donc aussi constater que cet aliment-là possède une certaine forme d'organisation énergétique et on peut donc identifier ou évaluer quelque part de quelle façon cet aliment-là, qui a une certaine qualité énergétique, va être finalement absorbé par notre système avant même de le prendre. Donc, ça peut être intéressant parce que ça veut donc dire que dans un restaurant, par exemple, on pourrait définir, justement, prendre le temps de définir quel est le plat qui pourrait nous convenir le mieux, non pas intellectuellement parlant, mais davantage d'un point de vue énergétique, d'un point de vue vibratoire, en se syntonisant avec la qualité énergétique du plat pour pouvoir évaluer de quelle façon notre système digestif le recevrait, par exemple. Alors, évidemment, ça ouvre la porte aussi, ça, aux médicaments, hein, puisqu'évidemment, si je suis capable de me syntoniser avec la qualité vibratoire des aliments et des fruits, je peux également le faire avec toute forme de produits médicinaux, hein, que ce soit des plantes, que ce soit des produits homéopathiques, que ce soit des produits allopathiques. Alors, évidemment, ça veut donc dire que je peux reconnaître qu'un produit allopathique qui pourrait, par exemple, avoir des effets négatifs sur mon corps, mais je pourrais chercher justement à travailler avec ce produit-là pour qu'il soit capable de me donner ce qu'il y a de mieux à me donner, tout en réduisant au maximum les effets négatifs qu'il pourrait m'apporter. Alors, vous voyez que donc il y a des implications dans ce règne végétal-là qui sont assez intéressantes dans cette idée de la pleine conscience intuitive. Alors, c'est un petit peu ce que je vais vous présenter. Ensuite, le règne animal. Bien évidemment, le règne animal, ça veut donc dire quelque part que je reconnais justement que les animaux sont animés d'une conscience, de la même façon que dans le règne végétal, dans le règne minéral, il y a une forme de conscience et une forme d'intelligence. Les animaux sont aussi dotés d'une intelligence. On sait maintenant de plus en plus que la communication avec les animaux est quelque chose de plus en plus reconnu et comme un mouvement qui met en évidence beaucoup cette notion de on peut communiquer intuitivement avec les animaux. Moi, ce que je vous dirais, c'est sûr, puisque quand on dit communiquer avec un animal, ben, quelque part, on dit communiquer avec une conscience, évidemment, intelligente, bien sûr, mais qui est beaucoup moins organisée qu'un être humain. Donc, c'est évident que si on est capable de faire une lecture intuitive sur un être humain, on est capable de le faire chez un animal, bien évidemment. Alors, c'est sûr que donc on va chercher habituellement à faire des lectures sur des communications intuitives avec des animaux qui ont une certaine relation assez étroite avec l'être humain. C'est souvent les chiens, les chats, les chevaux, hein, qui sont souvent les animaux qui vont être concernés. Mais évidemment, on pourrait aussi faire un travail intuitif pour justement, par exemple, chez des fermiers, pour travailler sur les cochons, etc. Donc, il y a plein d'options aussi, encore une fois, là-dessus qui peut être intéressantes à faire sur donc cette capacité de communiquer intuitivement avec les animaux. Et la pleine conscience intuitive permet ça, puisque les applications des techniques qui sont proposées dans le cadre de l'enseignement permettent de travailler tant sur le règne minéral, végétal, animal, que bien sûr l'humain, puisque le règne humain, évidemment, c'est nous. Et cet être humain que nous sommes est animé par une conscience. Et cette conscience-là, on va le voir ici, qu'elle n'est pas simplement qu'une conscience. On va constater qu'on est animé par plusieurs états de conscience à l'intérieur de soi. C'est ce qui rend effectivement intéressant l'être humain, puisque l'être humain est capable de se complexifier beaucoup l'existence par cette capacité qu'il a de se dissocier et de finalement se créer des multiples personnalités. Alors, c'est ça un petit peu qu'on va essayer de voir avec la multiconscience thérapie. C'est ça un peu l'objectif de cette conférence, d'aller explorer un peu ces aspects-là pour nous faire comprendre justement que lorsqu'on commence justement à développer cette pleine conscience intuitive-là, quand je fais un voyage à l'intérieur de moi-même, ce que je vais découvrir à l'intérieur de moi-même, c'est évidemment plusieurs éléments hein, de ma structure. Je peux d'abord me mettre en relation avec les cellules de mon corps, avec les organes de mon corps, avec l'activité physiologique de mon corps, qui veut donc dire que je vais être capable d'évaluer la qualité de bioluminescence de mon corps. Quand je dis bioluminescence, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que, je vous le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, qu'il y a un physicien qui s'appelle Pop, entre autres, qui a démontré et qui a même développé un appareil permettant de mesurer la capacité de cellules de notre corps à absorber la lumière solaire et de la réémettre. Alors, cette recherche-là est importante, et c'est plus qu'une recherche puisque c'est vraiment une découverte, puis avec un appareil qui mesure.
ça permet effectivement de bien comprendre ce que c'est que l'aura. L'aura, qu'est-ce que c'est? C'est une forme de respiration biolumineuse que les cellules vont faire en absorbant la lumière et en réémettant la lumière d'une façon continue. C'est-à-dire que moi, quand j'observe quelqu'un, ben, j'observe effectivement une couche énergétique autour de cette personne-là. Cette couche énergétique, qu'est-ce qu'elle est? Ben, c'est simplement la conséquence de cet effet de respiration biolumineuse, tout simplement, que les cellules vont faire. Alors, ça veut donc dire que je suis capable, en faisant un travail d'exploration en dedans de moi, ou vers un partenaire, de découvrir que l'être humain qui est devant moi, ou moi-même, j'ai un potentiel santé. Ça veut dire quoi un potentiel santé? Ça veut donc dire que les cellules de mon corps sont capables d'absorber des remèdes de la lumière et que ces capacités-là vont bien indiquer que dans mon corps, j'ai une certaine habileté à développer donc une certaine organisation de santé, un certain potentiel justement d'être en santé d'une façon optimale. Et que si j'ai des perturbations dans ce fonctionnement-là, dans cette respiration biolumineuse, c'est-à-dire que certaines cellules de mon corps ne sont pas capables d'absorber la lumière adéquatement ou de la réémettre, il va donc y avoir des perturbations dans le champ énergétique qui vont être observées. Et ces perturbations-là vont donc m'informer que le potentiel santé que j'ai ou que cette personne-là a n'est pas, pas optimal. Donc, vous comprenez que la pleine conscience intuitive, ça permet aussi d'aller chercher un niveau de détail, je dirais, concernant cette compréhension de l'énergie, de l'aspect énergétique, parce qu'on commence à comprendre évidemment que 7 grands états que l'on retrouve dans le champ énergétique et que cette composante de notre personnalité, cet état de conscience qui se retrouve là. Alors, si on regarde les 7 états de conscience, quand je regarde une personne devant moi ou que j'en fais une lecture intuitive de moi-même, je dois comprendre que j'ai 7 chakras ou 7 centres d'énergie. Ces 7 centres d'énergie, quelque part, vont partir de mon bassin pour monter jusqu'au sommet de la tête. Et ces 7 centres d'énergie-là correspondent à des états de conscience. Un peu comme si j'étais un être humain qui, pour parvenir à se réaliser, devait passer par 7 phases de développement humain. Ces 7 phases de développement humain sont fondamentales chez chacun d'entre nous. Et on sait aujourd'hui que ces états de conscience-là, ben, quelque part, on cherche tous à progresser, à évoluer à ce niveau-là, mais nous ne sommes pas tous au même niveau dans ce niveau de développement-là. On fait les grandes caricatures. Évidemment, il y a des gens qui sont très, très, très dans la matière, par exemple, qui sont très, très connectés au monde terrestre et qui ne sont pas tellement ouverts à autre chose. Et il y a des gens qui sont carrément de l'autre côté, ouverts à une conscience spirituelle très élevée, des gens quelque part qui sont capables de comprendre ce qui se passe dans la vie, dans leur vie et dans la vie des autres. Ils comprennent les règles de la vie qui sont à un niveau subtil. Ce sont un peu des sages, en quelque sorte. Alors, vous voyez que l'être humain va donc vibrer dans ces 2 extrêmes-là et c'est ce qui va permettre justement à chacun d'entre nous d'apprivoiser les différents états de conscience que je vais vous présenter. Donc, le premier chakra qui est donc relié au bâtisseur. Le bâtisseur, c'est vraiment relié au chakra racine. Et le bâtisseur, qu'est-ce que c'est? C'est un individu qui est capable donc de se réaliser dans le monde terrestre. Lui est à l'aise dans le monde terrestre, il connaît les règles et les lois du monde terrestre, et son objectif naturel, c'est de pouvoir se réaliser dans ce monde-là, tout simplement. Alors, vous voyez que ça, c'est un premier niveau de conscience que tout être humain doit apprivoiser. Alors, il y a des gens qui vont passer leur vie à essayer d'apprivoiser cet univers-là, qui est relié au chakra racine, parce qu'ils n'en ont pas ils n'ont pas, pas de facilité, ils n'ont pas une aisance, ils ont un certain déséquilibre par rapport à cela. Alors, ça, c'est une première chose. Si on regarde maintenant le communicateur, qui est le relié au chakra sacré, ben, qu'est-ce qu'on va découvrir dans ce chakra-là? C'est le communicateur. Le communicateur, c'est celui qui apprend à se définir par rapport à l'extérieur. Et pour se définir par rapport à l'extérieur, développer son identité, il lui faut être capable de porter une attention à l'intérieur de lui-même pour se connaître. Et il lui faut être capable de poser un regard vers l'extérieur pour connaître ce qui est autour de lui. Donc, c'est ça qui va permettre ce qu'on peut appeler la communication authentique, la communication véritable. Alors, on sait que, socialement parlant, cette communication authentique n'est pas quelque chose de naturel pour l'être humain, surtout dans des sociétés telles qu'on les a conçues aujourd'hui. Parce que quelque part, on comprend justement que pour obtenir ce que l'on veut, il faut quelquefois cacher la vérité, cacher l'authenticité. Et si je dis vraiment ce que je veux, j'ai de fortes chances de ne pas pouvoir l'obtenir. Donc, je vais apprendre à utiliser quelque part des subterfuges pour ne pas être totalement authentique, pour arriver à obtenir mes fins. C'est quelque chose qui est très humain et qu'on retrouve beaucoup dans la société. Alors, c'est quelque chose, évidemment, le chakra sacré, dans son optimisation de développement, va permettre d'être authentique avec soi et avec les autres et de savoir partager, communiquer d'une façon vraie ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas. Donc, de se définir clairement par rapport à notre entourage. Il y a une question ici qui me demandait quelle est la différence entre le champ énergétique et aura. Il n'y en a pas de différence en fin de compte. On pourrait philosopher longuement là-dessus, bien entendu,
Mais moi, ce que j'aimerais comprendre ici, faire comprendre, en fin de compte, c'est que le champ énergétique, c'est un champ. Le champ, quelque part, c'est un champ subtil. L'aura, qu'est-ce que c'est? C'est un champ subtil. Il y a des gens qui vont dire, oui, il y a plusieurs couches d'aura, etc. Moi, ce que je dirais, c'est qu'il n'y a pas vraiment plusieurs couches d'aura, il y a simplement une vibration différente d'une même émanation énergétique. Et cette émanation énergétique-là, c'est le rayonnement de bioluminescence ultra ténu des cellules qui va finalement donc transmettre à des niveaux différents des fréquences d'information. Donc, les fréquences les plus denses vont être au niveau énergétique et les fréquences encore plus subtiles vont être plus au niveau de l'aspect psycho-émotionnel. Puis ensuite, ils vont toucher l'aspect plus spirituel. Mais ça, on va y revenir plus tard, si vous le voulez bien, à ce niveau-là. Donc, après, donc, le communicateur, bon, on va découvrir donc, le plexus solaire qui est relié donc, au guerrier. Le guerrier, qu'est-ce que c'est? C'est l'être qui veut prendre sa place. Alors, dans le développement humain, hein, vous l'avez sans doute compris, on est sur Terre avec un besoin de se réaliser dans le monde terrestre. Et pour parvenir à cela, il faut une certaine sécurité. Donc, la mère va nous le donner alors, au début de notre vie. Donc, le chakra racine, c'est vraiment cette relation avec notre développement de base. Puis après ça, évidemment, le chakra sacré va nous permettre de nous définir par rapport à nos parents pour définir notre identité. Et cette définition de notre identité va faire en sorte qu'on va pouvoir communiquer ensuite avec notre entourage d'une façon plus juste et plus vraie. Le plexus solaire, donc le guerrier, va nous amener justement à découvrir que pour se faire apprécier, se faire aimer, on va avoir le besoin de développer aussi une présence envers notre entourage. Et cette présence-là, selon notre tempérament, ben, va nous faire constater qu'on a envie peut-être de dominer l'autre. Et on peut se faire valoriser aussi dans cette idée de domination-là, parce qu'on vit dans une société très compétitive. Alors, quelqu'un qui gagne, ben, on va l'applaudir. Quelqu'un qui perd, ben, on va plus ou moins être désolé pour lui, dans le meilleur des cas, mais on va simplement reconnaître qu'il a perdu et que l'autre a gagné, et que celui qui a gagné, bien, quelque part, va ressentir une certaine forme de valorisation. Donc, tout au long de notre vie, cette notion de valorisation va être importante et c'est sûr que tout au long de notre vie, nous allons avoir envie d'être un gagnant. Et le plexus solaire, c'est beaucoup l'expression de ce gagnant-là. Alors évidemment, on peut être un gagnant qui va écraser tout le monde pour gagner, puis on peut être un gagnant qui peut être noble, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il va chercher justement à prendre sa place tout en respectant les autres, tout en essayant justement de reconnaître la puissance, la force de l'autre, et peut-être même d'envisager la collaboration avec d'autres êtres humains, parce qu'il comprend évidemment qu'il a besoin des autres êtres humains pour pouvoir évoluer, progresser, cheminer comme il le souhaite. Alors, vous voyez, donc, ça, c'est pour le plexus solaire. Ensuite, vous avez le chakra du cœur, le serviteur. Le serviteur qui va nous mettre vraiment en relation avec cette notion de service. Quand j'arrive à une étape d'adulte en moi, j'arrive à constater que je me connais. Je reconnais que j'ai des besoins de sécurité, que j'ai des besoins de me définir. J'ai des besoins quelque part affectifs et émotionnels qui sont en moi, qui sont reliés au chakra sacré. J'ai une envie de m'affirmer qui est reliée au plexus solaire et qui m'amène donc à constater que j'ai le droit de m'accueillir, de m'aimer tel que je suis par le biais de mon cœur. Et cet amour que j'ai pour moi-même fait que j'ai envie d'assumer qui je suis et de proposer à la société, proposer à l'humanité ce que je suis et de donner à cette humanité-là ce que j'ai de plus beau à offrir pour servir cette humanité-là. Alors, quand je dis servir, ça ne veut pas dire nécessairement de se donner, entre guillemets, gratuitement. C'est sûr que dans une société idéale, on pourrait l'envisager, mais on vit dans une société où l'aspect financier est important. Donc, souvent, on va être confronté à cette réalité de devoir justement envisager cette liaison, de dire, ben voilà, moi j'ai envie de me donner, mais j'ai envie de me faire respecter, j'ai envie quelque part d'être reconnu, j'ai envie quelque part qu'on me donne un échange qui va faire que je vais pouvoir grandir et m'épanouir. Donc ça, c'est beaucoup relié donc au serviteur, qui est vraiment relié à l'étape de l'adulte dans le développement des chakras. Et on dit d'ailleurs que la société, d'une façon globale, hein, n'est pas, il n'y en a pas encore beaucoup qui ont développé cette relation avec le cœur. Pourquoi? Parce que la relation avec le cœur exige qu'on s'accueille, exige qu'on s'aime, exige qu'on soit capable de s'assumer dans qu'est-ce que nous sommes pour profond de notre être et qu'on soit capable de donner ce que nous avons de plus beau à offrir à la société. Alors ça, c'est une étape d'individualisation qui est reliée au chakra du cœur. Et beaucoup d'êtres humains ont la difficulté à atteindre ce niveau-là parce que la société ne valorise pas ça. La société ne nous demande pas de nous aimer, ne nous demande pas d'offrir ce que nous avons de plus beau. Elle nous demande quelque part de servir le système. Alors, quelquefois, le système, ben, quelque part, on se retrouve dans une position où on ne parvient pas à trouver une expression juste de nous-mêmes dans ce système-là. Donc, on se sent souvent soumis, obligé, et on ne va pas être capable de pouvoir accueillir cette énergie au niveau du cœur. Par la suite, nous avons le chakra de la gorge qui est relié au créateur. Là, on aborde vraiment des chakras supérieurs, donc les chakras qui sont plus reliés au potentiel spirituel. Donc la gorge, c'est vraiment l'être inspiré, l'inventeur, le créatif, celui qui est connecté avec, qui a des antennes vers le ciel et qui capte justement des informations sur les nouvelles formes, les nouvelles expressions de la vie.
Alors, c'est quelqu'un qui a vraiment une capacité de créer, d'inventer, qui sont naturelles pour lui. Et c'est quelqu'un, quelque part, qui est donc beaucoup moins à l'aise dans le monde terrestre, d'une certaine façon, mais qui est beaucoup plus à l'aise dans le monde des idées. Alors, évidemment, si un bon bâtisseur en lui, cette capacité d'avoir des idées va lui permettre ensuite de les manifester dans le monde matériel assez facilement. Par contre, quelqu'un qui serait très créateur, mais qui n'aurait pas une bonne relation avec le bâtisseur en lui, ben, ce serait quelqu'un qui aurait beaucoup d'idées, mais qui aurait de la difficulté à installer ou à intégrer ce processus-là dans la matière. Donc, vous voyez ensuite que après ça, vous avez le philosophe, qui est le sixième chakra. Le philosophe, finalement, c'est ma capacité que j'ai d'être un sage, c'est-à-dire d'être un être capable de reconnaître la dimension rationnelle et être capable de reconnaître la dimension intuitive. C'est-à-dire qu'il y a une synchronisation des deux hémisphères cérébraux qui font que je suis capable d'être dans une position de témoin dans laquelle je suis intuitif et je suis rationnel aussi. C'est-à-dire que je suis capable d'utiliser les deux univers de mon cerveau pour finalement avoir un esprit d'ouverture et de grandeur, je dirais, pour être capable d'accueillir la réalité. C'est ce qui fait de moi un sage, c'est ce qui fait de moi un être qui est capable de conseiller d'autres êtres humains aussi, parce que je suis capable de comprendre des choses que d'autres êtres humains ne comprennent pas. Alors, vous voyez que quand on aborde le chakra de la gorge, le chakra frontal, on aborde des réalités déjà un peu plus spirituelles, des gens un petit peu plus, qui ont un peu plus de particularités, puisqu'ils ne sont pas aussi reliés au monde terrestre que ce qu'on a vu précédemment. Le septième chakra, donc le chakra couronne, lui va être en relation avec le spirituel. Le spirituel, bien évidemment, c'est celui qui est connecté avec la dimension spirituelle. C'est quelqu'un qui est connecté avec la mission de vie, qui est relié à la dimension spirituelle. C'est quelqu'un qui a compris que le monde terrestre n'est pas tout, que le plus important, quelque part, c'est d'avoir un sens à donner à cette vie terrestre-là. Et ce sens-là, évidemment, il est très connecté avec et il ne se laisse pas embourber ou ne se laisse pas impressionner par la réalité terrestre. Il comprend quelque part que cette réalité-là est là pour lui servir, le servir dans l'expression de cette dimension spirituelle. Donc, vous voyez, ça, c'est les 7 niveaux de conscience que l'être humain doit apprivoiser, je dirais, d'une façon équilibrée. Et qui va faire qu'un être humain qui est complet va donc avoir apprivoisé les 7 niveaux de conscience, être capable d'être relativement en harmonie avec chacun d'eux. Alors, vous voyez qu'en les nommant, peut-être que vous avez pu identifier peut-être des endroits ou des espaces associés au chakra dans lesquels vous avez peut-être un peu plus de difficultés à explorer. Donc, ça serait intéressant pour vous d'approfondir là-dessus si vous êtes intéressé. Alors, dans la pleine conscience intuitive, donc, on apprend justement à faire une évaluation des chakras, de ces niveaux de conscience-là, avec plusieurs techniques que je ne vous mentionnerai pas en détail. Mais évidemment, c'est certain que dans la pleine conscience intuitive, on apprend à interagir avec les cellules du corps, avec les organes, mais aussi avec les chakras, pour apprendre justement à faire parler le champ énergétique. Et en le faisant parler, on arrive justement à y avoir des échanges avec celui-ci qui vont faire qu'on va arriver à comprendre la raison d'être des problématiques ou des perturbations qui peuvent être associées aux chakras, aux cellules du corps, aux organes du corps humain. Et on va être en mesure donc de pouvoir vraiment faire un travail pour amener justement une meilleure circulation énergétique dans le corps humain. Alors, quand on parle de potentiel santé, le potentiel santé, à quelque part, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que l'être humain qui a un potentiel santé optimal, c'est comme une antenne qui vibre des pieds jusqu'au sommet de la tête d'une façon parfaite et harmonieuse. Il n'y a aucun obstacle, aucun élément de perturbation dans son système, dans son corps. L'énergie circule parfaitement bien en lui. Alors, quand on arrive à cette étape-là, on peut vraiment parler de négantropie, c'est-à-dire d'un état de non-usure. Ça veut donc dire que le corps ne vieillit pas aussi rapidement que dans d'autres circonstances. C'est un corps qui va finalement donc pouvoir vivre longtemps, puisque sa capacité justement de régénération est très, très importante, puisqu'il ne s'use pas véritablement. Quand on regarde maintenant ce qu'est quoi l'usure, ben l'usure finalement, c'est qu'on peut parler de 7 états également psycho-énergétiques qu'on retrouve dans l'observation d'un champ énergétique. Ces 7 états-là, quelque part, sont des états que je vais simplement nommer sans aller dans le détail. Mais donc, l'équilibre qui va donc indiquer justement que quand j'observe une personne équilibrée, son champ énergétique est parfaitement harmonieux. Je vais observer également le désalignement, qui est déjà un niveau de perturbation, c'est-à-dire que le champ énergétique n'est pas aligné avec le corps physique. Et c'est souvent il y a un choc émotionnel ou une étape ou un moment où on a eu peur à notre vie. Alors, c'est comme si le système immunitaire se paralysait à ce moment-là, et ça va faire que le champ énergétique va pas être, les cellules du corps, de certaines régions du corps, ne sont pas habitées. C'est-à-dire que le champ énergétique ne va pas finalement dégager un certain rayonnement dans ces régions-là, ce qui va donner cette espèce d'impression de désalignement à ces moments-là. Vous avez également l'hyperactif qui va donc indiquer que le champ énergétique vibre beaucoup trop rapidement, c'est-à-dire qu'il y a une dépense énergétique qui est beaucoup trop élevée. Les cellules du corps absorbent moins qu'émettent de la lumière, donc un niveau d'épuisement
qui va en résulter, mais surtout également une forme de dépense énergétique inutile. Hein, on n'a pas besoin de dépenser de l'énergie quand on n'en a pas besoin de dépenser. Hein. Donc, si on dépense tout genre trop, bien inévitablement qu'il y a une forme de fatigue qui va en résulter. L'hypoactif, c'est le contraire, c'est le champ énergétique justement qui absorbe la lumière, mais qui ne dépense pas. Donc, c'est évidemment quelqu'un qui va donc retenir l'énergie, qui ne va pas la laisser circuler en lui, qui ne va, va pas laisser le mouvement se faire, et souvent, ça va créer de la stagnation dans son système. Et dans son corps, c'est des gens qui peuvent effectivement avoir de l'embonpoint, entre autres, mais il ne faut pas faire des logiques implacables à ce niveau-là, mais c'est quelque chose qu'on va observer, ce sont des gens qui vont avoir des stagnations dans leur champ énergétique assez fréquemment. Évidemment, vous avez ensuite l'hyperactif surchargé et l'hypoactif surchargé, qui sont les conséquences d'un état hyperactif et hypoactif à long terme. C'est-à-dire que si moi, je ne change pas mon état énergétique hyperactif ou hypoactif, ben avec le temps, je vais avoir une forme d'usure. Plus je suis hyperactif, plus je suis dépensier, plus à un moment j'arrive à me sentir fatigué. Et cette fatigue-là va amener justement mon champ énergétique à être de plus en plus dans un état de perturbation. Je vais sentir que dans mon champ énergétique, j'ai des zones de faiblesse qui vont commencer à prendre forme. Et ces zones de faiblesse-là vont donc m'informer justement que je ne suis plus capable de suivre le rythme de l'hyperactivité. Je commence à être tellement fatigué que je ne suis plus capable de continuer à être la même personne que j'étais. Tout comme dans l'hypoactif, hein, à force d'être dans la lenteur, ben, mon corps va devenir tellement lent que je ne serai plus capable de répondre justement à ce que j'avais comme fonctionnement dans ma vie jusqu'à maintenant. Donc, dans les deux cas, il va y avoir donc évidemment une crise. La crise va m'amener à constater que je ne suis plus capable d'être qui j'étais et va m'obliger donc à devoir reconnaître que je dois maintenant m'ajuster à ma nouvelle réalité et faire peut-être des changements pour favoriser un équilibre, bien évidemment. Le dernier état, c'est l'épuisement. L'épuisement, évidemment, c'est qu'on part du principe qu'à partir de l'équilibre, si je continue ma progression vers la maladie, on va l'appeler comme ça, je vais arriver à l'étape de l'épuisement. L'épuisement, ce sont mes batteries qui sont complètement épuisées. Je n'ai plus de vitalité, je n'ai plus de vie en fait en moi. Et à ce moment-là, mon corps est très, très disposé à tomber malade, puisque mes ressources énergétiques sont au niveau le plus faible. Alors, quand on regarde ces 7 états-là, on pourrait se dire, ah ben moi je suis comme ça, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça. On pourrait chercher à figer l'état dans lequel on se trouve. Il faut comprendre que ces 7 états-là se retrouvent dans, on pourrait presque dire, qu'on pourrait faire une évaluation de chacune des cellules de notre corps et on pourrait constater que des cellules de notre corps sont hyperactives, d'autres sont désalignées, d'autres sont épuisées, etc., etc. Tout ça pour vous dire que la multiconscience thérapie commence dans ce regard que l'on a de la santé, quand on commence à comprendre évidemment que c'est pas parce qu'on peut dire que globalement une personne est épuisée que tout son corps est épuisé. Elle peut avoir des zones de son corps qui sont hyperactives, et ainsi de suite. Donc, on commence à toucher un peu ce que c'est que la multiconscience thérapie, puisque ça veut donc dire effectivement que même si on observe le potentiel santé d'une personne, on comprend que ce potentiel santé-là, quelque part, peut être habité par des états qui sont multiples finalement. Et c'est ça qui est intéressant. Ça veut donc dire justement que quand j'observe les chakras, par exemple, je vais constater qu'il y a des chakras qui sont, par exemple, épuisés, d'autres hyperactifs, d'autres surchargés, d'autres désalignés, d'autres équilibrés. Donc, vous voyez quelque part que c'est ça qui va nous amener à comprendre la dynamique psycho-énergétique d'une personne. C'est-à-dire que je vais être capable de pouvoir comprendre la raison d'être de ces problématiques énergétiques parce que je vais être capable d'évaluer les différents courants d'énergie, de quelle façon qu'ils se sont manifestés chez cette personne-là. Alors, vous voyez, c'est ça un peu l'intérêt de ce que je viens de vous présenter. Et il y a donc un jeu de cartes hein, qui est actuellement en train de se terminer, qui est le premier produit qui va s'appeler vraiment officiellement la pleine conscience intuitive. Hein. C'est un jeu de cartes qui vous introduit à la pleine conscience intuitive à travers cette vision de la typologie que je viens de vous présenter, c'est-à-dire 7 types associés au chakra et 7 θ. Donc 7 fois 7, ça fait 49. Donc il y a 49 principales dynamiques psycho-énergétiques associées au chakra qui sont vues évidemment dans l'enseignement de la multiconscience thérapie qui sont proposées lors du stage du mois d'août et qui sont également présentés dans le cadre du projet de jeu de cartes qui sera donc probablement disponible à partir du mois de septembre-octobre à peu près. Voilà. Donc, ça, c'était la première chose que je voulais vous parler. Et ça veut donc dire qu'on comprend ici que quand on observe donc une personne ou qu'on s'observe, nous, au niveau de notre santé, on peut très bien se dire qu'on est, par exemple, hyperactif, hypoactif, épuisé, surchargé, etc. Mais on doit bien comprendre quelque part que si on veut vraiment faire une évaluation plus riche de soi-même, on peut donc prendre le temps de regarder chacun des organes de notre corps pour évaluer les états énergétiques qui sont associés à ceux-ci, ou même les chakras, pour arriver justement à comprendre les différentes dynamiques qui existent hein, dans mon corps, qui vont faire que je vais mieux comprendre de quelle façon que j'ai appris à gérer mon énergie vitale
pour effectivement me retrouver dans une telle situation. Donc, ça permet d'arriver à développer vraiment une compréhension. Et dans le processus de la pleine conscience intuitive, la première chose qu'on cherche à faire, c'est de faire du décodage intuitif. C'est donc d'apprendre à décoder l'intelligence du corps pour être capable de comprendre les dynamiques psycho-énergétiques qui sont associées aux problématiques de santé qui peuvent être présentes en soi et de comprendre surtout que ces problématiques énergétiques-là ne sont pas figées. Hein, les médecins ils vont nous dire, monsieur, madame, vous avez telle maladie. Hein, ils vont être capables de nous dire que dans la matière, il y a une problématique et cette problématique-là, elle est installée physiquement. Elle ne changera pas à moins qu'il y ait des actions qui soient faites. Dans le monde subtil, dans le monde intuitif, on constate justement que cet univers-là subtil est un univers dans lequel les particules ne sont pas reliées à la dimension terrestre de la même façon. Donc, on peut interagir avec elles beaucoup plus rapidement et on peut donc changer beaucoup plus rapidement l'état que l'on perçoit. Alors, c'est ça qui est important de comprendre. Ça veut donc dire que quand on parle d'un potentiel santé chez une personne, on parle vraiment de quelque chose qui est relié à un potentiel. Un potentiel, c'est de dire, ah, toi, tu as un bon potentiel santé. Ça veut dire que tu es en santé? Pas nécessairement. Ça veut dire que tu as un beau potentiel. Le potentiel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une capacité de régénération importante. Quelqu'un qui n'a pas un bon potentiel santé n'est pas nécessairement malade. Elle a simplement un mauvais potentiel santé, c'est-à-dire que dans les conditions actuelles, les énergies qui l'animent ne sont pas optimales. Donc, si elle reste comme ça pendant plusieurs temps, bien inévitablement, que ces états-là, quelque part de perturbation, vont provoquer éventuellement la maladie. Donc, vous comprenez quelque part où est-ce que je veux en venir? C'est que je veux en venir quelque part sur l'idée que quand on observe un champ énergétique, que ce soit le nôtre ou celui d'un partenaire, on doit comprendre qu'il y a une dynamique, il y a du mouvement. Et le mouvement, qu'est-ce que c'est? C'est la vie. Alors, si je fige les choses, j'enlève la vie. Si j'accepte l'idée du mouvement, que je reconnais quelque part ce processus de vie qui est en moi, je vais chercher à l'accompagner et à le nourrir pour qu'il puisse m'amener vers un potentiel santé optimal. Alors, c'est ça qu'on va chercher beaucoup, beaucoup à faire. Donc, dans ce sens-là, le décodage intuitif va nous permettre de comprendre la raison d'être des perturbations. Puis par la suite, la déprogrammation de la mémoire cellulaire va nous permettre donc de travailler sur ces perturbations énergétiques que j'observe dans le champ de mon partenaire ou de moi-même et de pouvoir chercher justement à rétablir les flux énergétiques dans le système. Alors, comment est venue la déprogrammation de la mémoire cellulaire? C'est venu avec la physique quantique. Moi, je me suis toujours très curieux. J'étais un des premiers à avoir l'appareil de photographie Kilian, par exemple, qui mesure les méridiens acupuncture des pieds, des méridiens acupuncture des pieds et des mains en Amérique du Nord. J'avais acheté cet appareil-là, ça m'avait coûté plutôt cher. J'ai fait beaucoup, beaucoup de photos avec cet appareil-là. Ça m'a permis quand même de comprendre beaucoup de choses. Et puis, par la suite, j'ai acheté des appareils qui permettent de faire des mesures au niveau de la cohérence cardiaque, des chakras, des méridiens acupuncture, des appareils pour soigner aussi. Et évidemment, cet intérêt-là m'a amené à constater, à faire des liens entre la pratique intuitive et la pratique qu'on retrouve dans la thérapie quantique. Et une des premières choses que j'ai observées, c'est que quand on commence à faire un travail sur une personne, sur moi-même ou sur une personne qui est devant moi, ce que je vais faire, c'est que je vais observer donc que les cellules de son corps vont émettre une certaine lumière. Cette lumière-là va être plus ou moins équilibrée en considérant les 7 états que je vous ai présentés précédemment. On sait qu'on va pouvoir identifier que l'élimination lumineuse des cellules de cette personne-là va être soit équilibrée, désalignée, hyperactive, hypoactive, ainsi de suite. Et si je prends le temps d'être à l'écoute de la qualité énergétique qui émane de cette personne-là, je vais comprendre qu'il y a un certain rythme qui est peut-être harmonieux, qui est peut-être désharmonieux. Il y a peut-être une certaine couleur, une certaine agitation énergétique, un certain épuisement, une certaine retenue énergétique inutile, etc. Donc, je parle de décodage intuitif, je vais apprendre à mieux comprendre ce qui anime la conscience de l'état énergétique de la personne. Cette conscience-là est intéressante parce que quand je commence à comprendre que la santé énergétique est animée d'une conscience, ben, je commence à comprendre que toute forme de problématique de santé a une certaine forme d'intelligence. Et que si je suis malade, c'est peut-être parce qu'il y a donc dans cette maladie-là une forme d'intelligence qui n'est peut-être pas adéquate, qui n'est peut-être pas en harmonie avec moi, mais qui s'est développée et que le fait de comprendre cette logique-là intelligente qui anime la maladie va me permettre de pouvoir donner à cette logique-là tout ce dont elle a besoin pour qu'elle puisse se libérer de la logique perturbatrice et qu'elle puisse finalement renouer contact avec l'harmonie de tout mon être. Alors, vous voyez que quand on commence à toucher cette façon de travailler-là, on commence à comprendre que l'énergie que je capte quand je me mets en relation avec un partenaire ou quand je le fais sur moi-même, cette énergie-là, c'est de l'information. C'est de l'information parce qu'il y a une conscience qui anime l'énergie. Et que moi, quand je commence à communiquer avec cette conscience qui anime l'énergie, je peux interagir avec elle
Et si je peux interagir avec elle, ben, je peux donc lui donner tout ce dont elle a besoin par mon intention, par ma capacité justement à me syntoniser, par ma conscience mémorielle à moi, à répondre à une demande qui est là et de lui donner sous une forme d'énergie, sous une forme de lumière, et que je vais transmettre de la lumière à cette personne-là avec une conscience qui va être en parfait accord avec les besoins qu'elle a. Alors, vous comprendrez que quand je fais ça, je suis en train donc de modifier l'état biolumineux de cette personne-là ou de moi-même, et cette modification va faire que l'émission lumineuse qui va en résulter va être finalement différente. Elle va être plus en harmonie, plus en accord avec la personne. Alors, vous comprenez que c'est là qu'on commence à aborder, lorsqu'on fait la déprogrammation de la mémoire cellulaire, à aborder vraiment cette notion de potentiel. Parce que quand je suis en train de faire un travail de réorganisation cellulaire par la déprogrammation de la mémoire, je suis en train de donner au corps les conditions favorables pour qu'elle puisse me montrer le chemin de la guérison. Ce chemin de la guérison n'est pas nécessairement actualisé dans la matière chez cette personne-là, mais je suis en train de déblayer le terrain pour permettre à la conscience de cette personne-là de rétablir les flux énergétiques pour qu'elle puisse être capable de finalement se renouer contact avec le potentiel de guérison qui est en elle. Alors, c'est ça un petit peu qu'on va chercher à faire avec la technique de déprogrammation. Et cette technique de déprogrammation, elle peut se faire d'une façon très vaste, hein. On peut très bien donner, par exemple, chez un organe hyperactif, on peut très bien lui donner de l'hypoactivité, par exemple, ou, par exemple, un organe désaligné, on pourrait très bien lui donner un alignement, par exemple. Vous voyez, alors, on peut vraiment travailler avec les 7 états dont je vous ai parlé tantôt pour déjà donner une plus grande compréhension, une plus grande capacité à déprogrammer. On pourrait travailler avec les états, les types plutôt. Le bâtisseur, par exemple, je pourrais constater que le bâtisseur a besoin quelque part d'une plus grande affirmation, donc je pourrais lui donner du plexus du guerrier, par exemple. Vous voyez, alors, on peut jouer à ce niveau-là. Et ça, c'est vraiment un jeu imaginaire. Mais ce jeu imaginaire-là n'est pas strictement imaginaire, c'est pas juste de l'imagination. Je reconnais que ma conscience que ma conscience me permet d'utiliser l'imaginaire pour pouvoir transmettre de l'information biolumineuse vers mon partenaire ou vers moi-même qui vont être animés par une conscience. Et c'est cette conscience-là qui va me permettre de faire des changements dans le travail que je vais effectuer dans le champ énergétique de mon partenaire ou de moi-même si je le fais sur moi. Donc, comprenez ici qu'il y a quelque chose de vraiment très, très intéressant là-dedans, parce qu'on commence vraiment à comprendre qu'on a la capacité de vraiment se mettre en relation avec une conscience et que nous, à quelque part, par notre capacité justement d'utiliser notre imaginaire, on peut donc interagir avec cette conscience-là pour l'équilibrer et l'harmoniser. On peut également travailler avec des aliments. Je peux émettre de l'information d'aliments dans le système de mon partenaire, par exemple. Je pourrais très bien également envoyer des médicaments ou des remèdes allopathiques ou médicinaux comme l'homéopathie, des choses comme ça que je pourrais émettre en termes d'information. D'ailleurs, c'est ce que les appareils de thérapie quantique font, hein. On peut très bien le faire et on observe à ce moment-là la transformation qui se fait dans le champ énergétique de notre partenaire ou encore là de nous-mêmes, ce qui peut donc devenir très intéressant comme façon d'interagir avec le corps et de permettre de dénouer les nœuds de tension qui font qu'il y a des programmations qui se sont installées dans le champ énergétique et qui ont finalement favorisé le développement de la maladie. Donc, vous voyez qu'on peut donc travailler de cette façon-là et c'est assez intéressant. Si on parle de multiconscience thérapie, on pourrait très bien dire à quelqu'un, mais tiens, cette personne-là est atteinte d'une maladie, par exemple, une maladie de cancer, et quand elle a le cancer, ben, elle se comporte de telle façon, quand elle subit la maladie comme telle, elle se trouve dans un certain état. On pourrait très bien travailler avec cet état-là, justement. C'est ça la multiconscience thérapie, c'est de prendre conscience que l'on peut se syntoniser avec des états qui sont associés à la personne, mais ces états-là ne sont pas permanents chez elle. C'est-à-dire qu'une personne qui se dit être malade, elle n'est pas toujours malade, par exemple. Elle pourrait être tout le temps malade, mais elle pourrait aussi avoir des passes dans sa vie où elle se sent bien. Et elle pourrait se retrouver dans des passes où elle se sent très mal. Alors, c'est là qu'on peut comprendre, évidemment, qu'on peut travailler sur les états de conscience où tout va très mal pour commencer justement à mieux comprendre ces états-là et de chercher justement à donner tout ce qu'il faut pour rétablir les flots énergétiques dans la personne pour permettre justement à ce que ces états de conscience qui sont perturbateurs puissent se libérer quelque part de la personne et permettre des flux d'énergie plus harmonieux, plus équilibrants qui commencent à prendre forme. Donc, je ne sais pas si vous me comprenez bien par rapport à cette notion de déprogrammation dans le champ énergétique. Donc, on parle vraiment d'une déprogrammation de mémoire cellulaire plus orientée sur la dimension énergétique pour commencer. Et je voulais donc prendre le temps de vous le présenter. Puis évidemment, s'il y a des questions, des commentaires par rapport à ça, n'hésitez pas à me le faire savoir. Alors, il y a une question qui m'est posée ici qui va dans le sens un petit peu de ce qui a été vu. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'une personne bipolaire ou dépressive a des chances d'être épuisée?
euh, on pourrait dire de toute personne qu'elle a des chances d'être épuisée si son potentiel de santé n'est pas en harmonie avec elle. Et ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que si moi, je ne gère pas mon potentiel santé et que je me comporte d'une façon qui est en désaccord avec ce potentiel santé-là, ça veut donc dire qu'à plus ou moins long terme, je me retrouve dans une position d'épuisement, tout simplement. L'épuisement, c'est la conséquence d'une mauvaise gestion énergétique pendant un long laps de temps. Ça peut être plus court, hein, mais d'une façon logique, ça va prendre un certain temps, logiquement, pour arriver à l'étape de l'épuisement. On va souvent passer de l'étape du désalignement, de l'hypo, de l'hyper, de la surcharge, pour ensuite se diriger vers l'épuisement. Donc, il y a une espèce de progression habituellement qui est reliée à des comportements qui sont inadéquats, que l'on va encourager inconsciemment ou consciemment, que l'on va perdurer, faire perdurer, et qui vont nous amener inévitablement vers l'épuisement qui va favoriser la maladie. Donc, c'est ça un petit peu que je dirais par rapport à la question qui m'a été posée concernant cela. Donc, vous avez ici donc un petit portrait de du premier niveau de la pleine conscience intuitive sur lequel on peut travailler, qui est la dimension énergétique. Maintenant, si on regarde la dimension psychique, la dimension psycho-émotionnelle, c'est-à-dire que dans mon champ énergétique, il y a donc ce rayonnement de bioluminescence au niveau des cellules qui m'informe de l'état de santé d'une personne, de mon état de santé, de l'état de santé d'un partenaire, et qui m'informe du potentiel santé. C'est-à-dire que plus je m'occupe de cette qualité énergétique qui est en moi, plus je favorise un état de santé optimal. Moi, je m'en occupe, moi, j'en suis conscient. Plus évidemment, ben, l'état de santé est un peu laissé à lui-même et il y a des chances qu'ils tendent vers des déséquilibres qui vont effectivement devenir de plus en plus importants avec le temps si on ne gère rien. Donc, on a déjà une chose intéressante ici à savoir, c'est que la pleine conscience intuitive va me permettre de faire quoi? Elle va me permettre de m'accompagner tout au long de ma vie pour favoriser le potentiel de santé en moi. Et il va faire que si j'ai des perturbations ou des déséquilibres, ben, je vais pouvoir travailler avec le décodage intuitif et la déprogrammation pour pouvoir justement commencer à faire des actions pour libérer les perturbations, libérer les programmations qui sont en moi. Et évidemment, les techniques de soins vont me permettre de pouvoir justement transmettre de la lumière dans mon corps pour redonner justement une nouvelle vitalité sur le potentiel de guérison qui est en moi. Alors, vous comprenez que le soin énergétique me permet de pouvoir vraiment faire un travail d'optimisation parce que justement, cette lumière que je vais donner, c'est un peu comme maintenant que j'ai libéré, que j'ai déprogrammé les perturbations, bien évidemment, j'ai donné un espace pour que le corps, le corps de mon partenaire, puisse recevoir cette lumière-là et puisse finalement bénéficier de cette nouvelle énergie que je vais lui donner. Et ce qui va faire que je vais aussi être attentif à comment mon partenaire ou moi-même reçoit cette énergie-là, cette lumière que je lui donne, et que ça va réorganiser son champ énergétique, et ça va permettre justement de permettre la manifestation de nouveaux comportements, de nouvel équilibre, de nouveaux dynamismes aussi chez la personne. Alors, je pense que c'est quelque chose d'assez fascinant que cela permet de faire, que la combinaison du décodage intuitif, de la déprogrammation et des soins énergétiques. Alors évidemment, maintenant, on va aborder la notion de la dimension psycho-émotionnelle. Alors, il y a des questions qui me sont posées sur les entités, donc on va aborder un petit peu ce sujet-là dans cette exploration-là. En physique quantique, on dit justement, on dit de plus en plus cette idée qu'on peut imaginer que notre être humain, l'être humain que nous sommes, avant on disait qu'il y avait un cerveau. Le cerveau, il se localisait dans la tête. Maintenant, on dit que le cerveau est délocalisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cerveau est partout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'observe mon champ énergétique, la conscience qui est dans mon champ énergétique, c'est ça mon cerveau. Ça veut donc dire que le cerveau n'est pas strictement localisé dans ma tête, mais qu'il est localisé dans ce niveau de conscience, ce rayonnement biolumineux que les cellules absorbent et remettent de la lumière. Ça veut donc dire quelque part que la conscience, elle est partout. Ça, c'est une première chose qui est importante. Et si cette conscience, elle est partout, ça veut donc dire quelque part que je peux me mettre en relation avec cette conscience-là et constater que cette conscience-là n'est pas unifiée nécessairement. C'est-à-dire que je peux explorer le champ énergétique d'une personne et constater qu'il y a des mémoires qui peuvent animer son champ énergétique. Ces mémoires-là sont souvent en relation, par exemple, avec mon histoire personnelle. C'est-à-dire que j'ai vécu des traumatismes à l'âge de 3 ans, à l'âge de 8 ans, à l'âge de 15 ans, à l'âge de 20 ans. Ces traumatismes-là, si je n'ai pas été en mesure de faire un travail avec ces blessures-là, elles sont encore présentes dans mon champ énergétique. Et si elles sont présentes dans mon champ énergétique, ça veut donc dire quelque part qu'elles monopolisent une certaine qualité énergétique dans mon corps. Elles monopolisent de l'énergie vitale, mais elles monopolisent aussi
des éléments psycho-émotionnels qui vont faire que moi, en tant qu'être humain, je ne suis pas en pleine harmonie avec moi-même parce que je suis encore prisonnier d'expériences émotionnelles traumatisantes que j'ai vécues dans mon enfance, par exemple. Alors, vous comprendrez ici que la première chose qu'on va chercher à faire lorsqu'on fait la pleine conscience intuitive, c'est de constater que dans le champ énergétique d'une personne, que ce soit le mien ou celui d'un partenaire, je vais constater qu'il y a plusieurs états de conscience qui sont présents. Et ces états de conscience-là peuvent souvent être en contradiction les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'il y a une certaine énergie psycho-émotionnelle qui peut aller à gauche et une autre énergie psycho-émotionnelle qui peut aller à droite. Ce qui veut donc dire que, sans que ça paraisse, moi, je suis en train de faire des efforts pour chercher à réunifier deux facettes de moi qui sont complètement opposées. Alors, vous comprendrez que cet effort-là va m'amener vers ces fameux états psycho-énergétiques dont j'ai parlé précédemment, c'est-à-dire le désalignement, l'hyperactif, l'hyperactif surchargé, l'hypoactif surchargé, l'épuisement. Donc, ça va m'amener à dépenser de l'énergie inutilement. Et évidemment, ça va m'amener vers une forme d'épuisement. Donc, si je commence à devenir conscient de ces dissociations, de ces perturbations, de ces déséquilibres, ben, je vais commencer effectivement à pouvoir porter attention vers ces mémoires-là et de chercher à les régulariser pour qu'il y ait un sentiment d'unicité qui puisse prendre forme en moi et de cohérence. Alors, c'est ça qu'on pourrait dire quand on parle d'un potentiel santé psychique ou psycho-émotionnel. On parle d'un être qui a une certaine coordination avec lui-même, une certaine transparence et honnêteté avec lui-même, dans laquelle il n'y a pas de déséquilibre psychologique ou psycho-émotionnel. Il y a une forme d'authenticité et de vérité en lui, tout simplement. Et cette vérité-là, il n'y a pas à se débattre pour essayer de la manifester. Elle est là, tout simplement, et il est en accord avec elle. Donc, il n'y a pas de déséquilibre ou de désharmonie. Ça, c'est vraiment un potentiel psycho-émotionnel optimal de santé. Par contre, on le sait maintenant que beaucoup d'êtres humains ont inconsciemment, ont ces dissociations qui ont été vécues, qui vont faire que cet équilibre psycho-émotionnel ne se manifeste pas facilement parce qu'on est prisonnier quelque part de cette multitude d'états mémoriels qui sont en nous, qu'on traîne avec soi sans s'en rendre compte et qui vont faire souvent qu'on va devenir des aimants, qui vont attirer vers nous des situations, des relations qui vont finalement nous amener à devoir faire un travail sur nous-mêmes en accord avec les blessures émotionnelles qui ont été vécues dans notre enfance. Par exemple, si j'ai le sentiment d'être abandonné, ben, il y a de fortes chances que je me retrouve avec des gens qui vont me faire vivre l'abandon pour m'obliger à faire un travail sur moi-même, pour aller porter de l'attention vers mes propres blessures et faire un travail de réunification pour que je puisse justement ne plus être en dissociation avec ces états émotionnels. Alors, vous comprendrez ici que lorsqu'on commence à voyager dans le monde psycho-émotionnel, on comprend évidemment que dans notre histoire de vie, il y a une somme d'informations. Et cette somme d'informations-là, quelque part, c'est des mémoires qui sont figées, des blessures qui sont figées. Et par le biais de la déprogrammation, on va chercher encore une fois à donner à ces mémoires psycho-émotionnelles tout ce dont elles ont besoin pour chercher justement à les rétablir, à les équilibrer. Alors, comment va-t-on faire cela? Bon, on va simplement chercher à se mettre en relation avec ces mémoires-là émotionnelles, prendre conscience de leur nature psychologique, donc de leur nature émotionnelle et psychique, et de comprendre quelque part qu'est-ce qu'elles ont besoin pour ne plus être dans cet état de souffrance dans lequel elles sont. Et quand je vais avoir compris le besoin qu'elles ont, ben, je vais me syntoniser avec ma propre capacité à me relier avec la conscience intelligente universelle, à me mettre en liaison simplement avec, par exemple, le sentiment d'abandon, à quelque part, qui aurait besoin de courage pour ne plus se sentir cet abandon-là. Donc, le courage, je me mettrai en syntonie avec le courage et je me permettrai simplement d'émettre une information de courage vers la mémoire émotionnelle, psycho-émotionnelle de mon partenaire, par exemple, ou de moi-même, si je fais un travail sur moi. Et à ce moment-là, évidemment, il y aurait une transformation qui en résulterait, qui me permettrait de comprendre qu'à mesure que je déprogramme les mémoires psycho-émotionnelles qui animent mon être, celui de mon partenaire, je découvre alors que ces mémoires-là se transforment et qu'elles me mettent en contact avec des potentiels évolutifs qui sont en moi. Ces potentiels évolutifs, c'est important de les comprendre parce que justement, en physique quantique, on a bien découvert qu'il y avait dans ce modèle de physique quantique du cerveau, il y avait, en fin de compte, une image qu'on donne qui est assez intéressante, c'est qu'on dit que lorsqu'on regarde ce cerveau délocalisé qui se trouve être finalement notre aura ou notre champ énergétique, on découvre qu'il y a plein d'états distincts et dissociés qui se trouvent dans ce champ énergétique-là. Ces états dissociés-là, finalement, sont multiples. Et quand on commence justement à regarder ces états dissociés-là, on doit comprendre qu'ils ne sont pas que des états dissociés qui sont dans notre conscience mémorielle. On doit comprendre que tous les potentiels évolutifs qui sont en nous sont là également. C'est-à-dire que derrière toute forme de souffrance qui sont en moi, il se cache des potentiels virtuels évolutifs. Derrière le sentiment d'être abandonné se cache le sentiment de ne plus l'être.
Alors, vous comprendrez quelque part que quand je commence à comprendre cela, ça veut donc dire que dans cet état de multiconscience thérapie, je peux comprendre que derrière toute forme de souffrance, si je suis capable de déprogrammer la souffrance, je suis capable d'accéder à ce qu'on pourrait appeler le potentiel expansif, évolutif, qui est associé à cette souffrance-là. Je suis capable de connecter avec ce potentiel évolutif-là, de lui donner de l'espace pour qu'il grandisse en moi. Et s'il grandit en moi, ben je vais pouvoir lui donner l'opportunité de pouvoir exister avec beaucoup plus d'aisance et beaucoup plus de puissance et beaucoup plus de force. Donc, vous comprendrez que ce travail-là est fort intéressant parce que là, on commence justement c'est presque un travail spirituel, je dirais, puisqu'on apprend à ne plus se laisser impressionner par notre histoire de vie, mais on apprend à observer cette histoire de vie-là, à ne plus se laisser berner par elle, à commencer justement à lui donner tout ce qu'il faut pour se libérer d'elle, pour que notre histoire finalement de vie qui nous limite, on puisse s'en libérer et qu'on puisse accéder justement à notre potentiel réel d'évolution. Alors, vous comprendrez que c'est ça, quelque part, qu'on cherche à faire à travers ce travail de déprogrammation de la mémoire cellulaire qui nous permet donc de travailler sur les éléments émotionnels et psychiques qui animent la mémoire pour s'en libérer, s'en dégager, et que plus moi je suis dans une position de témoin, plus je suis capable d'observer que toute forme d'émotion et toute forme de pensée qui sont en moi ont un potentiel de limitation. Et que si moi, j'apprends à me libérer de cela, ben j'ai accès effectivement à une forme d'infinité, à une forme d'universalité. Je ne suis plus limité et je suis en plein accord avec moi-même à ce moment-là. Quand je touche mon potentiel évolutif, je suis en pleine réalisation de mon être en faisant cette démarche-là. Alors, je ne sais pas si je suis clair par rapport à cela. Donc, une question ici, il est difficile de faire connaissance avec ces mémoires émotionnelles. Elles apparaissent sous différentes formes, mais je n'en viens pas à bout. Alors, évidemment, ne pas venir à bout de la mémoire émotionnelle, c'est un peu comme les sacs aux poubelles. On va dire ça comme ceci, de façon caricaturale. Si on regarde mon histoire personnelle, j'ai déjà une somme d'informations que je traîne avec moi dans mon expérience personnelle. J'ai plein de souffrances, plein de blessures, etc. Ça, c'est une première chose. Si je commence à regarder maintenant mon champ énergétique à moi en tant qu'être humain de conscience, mais cet état de conscience-là, il peut vraiment vibrer avec l'histoire familiale de ma vie. C'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, je suis en résonance avec l'histoire familiale de mes parents et de mes arrière-parents et de mes arrière-arrière-arrière-parents. Ça veut donc dire quelque part qu'en plus de mon histoire personnelle, je peux raisonner avec des souffrances et des douleurs qui ont été vécues dans ma famille et que je peux aussi raisonner avec. Et raisonner avec, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque part de m'identifier à ces expériences-là. Et si je m'identifie à ces expériences-là, ben je deviens porteur d'elles, je deviens limité de la même façon que ces ancêtres-là ont été limités, je deviens moi-même limité. Alors ça, c'est un autre élément qu'il faut reconnaître également. Et l'autre élément important, c'est la résonance que je peux avoir avec les mémoires d'autres vies. Alors, les mémoires d'autres vies, finalement, tantôt on parlait d'entités, il y avait une question qui m'était posée sur les entités. Les mémoires d'autres vies, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une conscience mémorielle. D'accord? Une conscience mémorielle, c'est quoi? C'est une énergie mémorielle qui reproduit continuellement un même processus. Là, on parle vraiment des énergies qui sont limitées au niveau de la conscience mémorielle. Donc, quand je commence à vouloir faire un travail sur cette conscience mémorielle-là, je dois comprendre qu'il y a des consciences mémorielles qui sont très, très, très de basse fréquence. On va dire ça comme ça. Et ces mémoires-là, quelque part, ça veut dire quoi? Elles sont animées par des êtres qui sont décédés, mais qui ont des vibrations très, très basses, qui sont donc très, très, très connectés avec le monde terrestre. Et ces mémoires-là qui sont très, très connectées avec le monde terrestre sont souvent à la recherche d'une résonance très forte avec des êtres humains vivant sur Terre parce qu'ils ne veulent pas mourir, parce qu'ils sont tellement identifiés au monde terrestre qu'ils ne peuvent pas concevoir l'idée de la mort. Donc, c'est là qu'on va souvent parler d'entité. Ce sont ces mémoires-là, quelque part, qui sont tellement, tellement densifiées par la peur de mourir, par leur incapacité à concevoir la mort, que ces énergies-là peuvent effectivement se greffer à des êtres humains. Ces êtres humains-là avec lesquels ils vont se greffer, ça ne sera pas par hasard, ça va se faire par la loi de la résonance. C'est-à-dire que moi, si je résonne avec une mémoire euh, d'autres vies qui va finalement me donner l'impression que je suis possédé par elle, c'est parce que quelque part, j'avais un espace vital que j'habitais pas, et cette mémoire-là va simplement être en résonance avec un contenu émotionnel qui est en affinité avec moi, et elle va prendre possession de mon être parce que justement, je n'ai pas été capable de prendre possession de mon être à moi. Donc, cette mémoire-là n'est pas une méchante entité, d'accord? C'est simplement une résonance, tout simplement parce que je ne suis pas capable d'habiter mon être. Donc, la loi de l'attraction, au lieu de me mettre en relation avec des êtres vivants sur Terre, me met en relation avec des mémoires qui ont une densité très forte, qui m'obligent à faire un travail sur moi pour me réapproprier le droit d'exister sur Terre. Donc, vous voyez quelque part que quand on commence à comprendre cela, cette idée de ne pas en venir à bout,
ben, elle est logique, dans le sens qu'on ne peut pas passer notre vie à fouiller des sacs de poubelle et à fouiller des sacs de poubelle de notre histoire personnelle, de notre histoire familiale, des mémoires d'autres vies. À un moment donné, un jour ou l'autre, on va arriver à constater qu'on a un désir d'envisager autre chose. Et pour moi, envisager autre chose, ça veut dire quoi? C'est de commencer à se rendre compte que ce sac de poubelle-là, c'est une forme d'illusion. C'est l'illusion, c'est-à-dire que moi, moins je résonne avec cette histoire de ma vie, cette histoire de ma famille, cette histoire de l'histoire de l'humanité, moins je résonne avec ça, plus je me libère, plus je prends conscience que je n'ai plus envie d'expérimenter ces expériences-là parce qu'elles sont en quelque part des illusions. Alors, vous voyez, quelque part, c'est là qu'on commence vraiment à toucher l'expérience spirituelle qui va nous amener inévitablement vers la dimension spirituelle, justement, où on va se dégager des histoires de l'humanité pour accéder à quelque chose de plus vaste et de plus haut que ça. Avant d'aborder cela, j'aimerais peut-être simplement euh, expliciter d'une façon peut-être plus importante, donc le processus de déprogrammation qu'on va effectuer. Donc, on a un petit peu vu la déprogrammation avec les mémoires personnelles. On va vraiment travailler sur le contenu psychique et émotionnel. On va chercher à comprendre la raison d'être de chacune de ces mémoires-là. Et ensuite, on va donner ce qu'ils ont besoin pour les libérer. Et en les libérant, ensuite, on va passer à l'étape de la libération, c'est-à-dire que plus elles sont dégagées, plus il y a une forme de potentiel évolutif qui vont nous être reflétés. Ce potentiel évolutif-là, bien évidemment, on va chercher ensuite à l'équilibrer par les soins énergétiques qui vont favoriser une meilleure intégration des signaux, des nouveaux signaux psychologiques et émotionnels qui sont en nous pour favoriser donc un nouvel élan, un nouvel équilibre, une nouvelle expression de soi-même. C'est ça qu'on va chercher à faire dans un processus de guérison à ce niveau-là. Si on regarde maintenant les mémoires, les résonances dont je parlais tantôt avec les histoires, les mémoires familiales et les mémoires d'autres vies, les résonances, il faut bien comprendre qu'on n'est pas victime de quelque chose. Je résonne avec quelque chose, c'est pourquoi que je suis en contact avec. Donc, je ne suis pas victime des mémoires psychofamiliales avec lesquelles je peux raisonner, et je ne suis pas victime des mémoires d'autres vies avec lesquelles je peux raisonner. Les mémoires d'autres vies dont j'ai parlé, surtout les mémoires qui sont de très très basses fréquences, qui ont très très peur de mourir, mais il faut comprendre que ces mémoires-là, évidemment, il y a plusieurs diapasons, c'est un peu comme les chakras, il y a plusieurs diapasons au niveau de la mémoire qui font qu'effectivement on peut explorer des mémoires qui ont des niveaux de limitation très très élevés, qui ont tendance donc à ne pas envisager une évolution ou un changement parce qu'elles sont complètement figées dans leur expérience qui les répète et qui les répète sans cesse et des mémoires plus évolutives qui vont effectivement être capables d'envisager, de se dégager, de se libérer d'expériences négatives. Alors, à mesure que moi, j'évolue, je progresse dans mon cheminement de vie, je suis capable donc de raisonner avec des mémoires d'autres vies qui vont être plus en accord avec moi, tout comme des mémoires familiales également aussi. Hein. Mais à un moment donné, il faut bien comprendre que dans le processus de l'évolution, on arrive à un moment donné, on comprend quelque part que la mémoire, on, est une forme, est une expérience essentielle de passer par ce cheminement de résonance. Quand elle est là, mais que quand on arrive, on ne résonne plus avec la mémoire, on ne résonne plus avec l'histoire de l'humanité, on passe à autre chose, tout simplement. Et c'est ça un petit peu qui est, je pense, qui est le cheminement spirituel qu'on a tous un petit peu à parcourir ou à cheminer pour parvenir à trouver un plus grand bien-être en soi. Quand je résonne avec des mémoires d'autres vies, est-ce que cela veut dire que les personnes décédées ne sont pas rentrées dans la lumière parce que je suis toujours en résonance avec elles? Encore là, ça c'est intéressant comme question parce qu'en quelque part, ça nous ramène vers la multiconscience thérapie. Moi, je me rappelle quand ma mère est décédée, il y a plusieurs années, j'avais donc pris le temps de faire une lecture intuitive d'elle. J'avais constaté que selon le niveau de fréquence avec lequel j'étais en résonance avec ma mère, je constatais que ma mère était multiple. C'est-à-dire que si je me mettais en relation avec un niveau très dense avec ma mère, je la voyais d'une certaine façon. Si je la voyais à un niveau de fréquence plus élevé, je la voyais d'une autre façon. Je voyais quelque part que la personne décédée, qui était ma mère, se trouvait morcelée dans divers états de conscience dissociés. C'est pas étonnant, puisque moi, en tant qu'être humain, si je m'observe ou si je vous observe, je vais trouver un peu le même phénomène. Donc, quand on décède, il y a effectivement une facette de nous qui vont s'élever, selon notre niveau de conscience, va s'élever vers la lumière, on pourrait dire ça comme ça, mais il y a un certain nombre d'éléments de notre vécu qui sont davantage en relation avec des mémoires répétitives, limitatives, qui n'ont pas trouvé leur paix intérieure et qui vont se retrouver dans la mémoire collective. Et à ce moment-là, évidemment, ces mémoires-là, quelque part, ben, vont simplement chercher inconsciemment à se reproduire, pour perpétuer leur vie. Et comment vont-elles faire ça? C'est pas parce qu'elles sont intelligentes, c'est simplement parce qu'elles répondent à la vie, tout simplement à la pulsion de vie. Elles vont chercher à raisonner avec des êtres humains sur Terre qui ont des composantes psycho-émotionnelles similaires aux siennes.
Alors, vous comprendrez que c'est ça un peu le processus qui est assez alarmant d'une certaine façon qu'on y pense, c'est qu'on vit dans une pollution mémorielle assez importante. C'est-à-dire que depuis le début des temps, l'être humain, quelque part, vit un tas d'expériences, mais comme on n'a pas d'écologie par rapport à ça, mais on se retrouve à accumuler énormément dans ce monde subtil-là de mémoire, et que nous, on se retrouve dans une position où quand on cherche à évoluer, à progresser pour se libérer de ce processus de mémoire, de répétition d'expériences, on a de la difficulté parce qu'on est constamment prisonnier d'expériences mémorielles qui vont constamment nous ramener vers quelque chose qu'on a déjà vécu. Alors, l'expérience spirituelle, c'est de se libérer de tout ça. Et c'est pas une mince affaire, puisqu'évidemment, on est tous un peu prisonniers de cette résonance-là, c'est cette espèce de magma d'information. Et je pense que l'Internet est un bel exemple de ça. Ça reflète bien quelque part cette idée de ce monde mémoriel dans lequel on est en résonance d'une façon constante et permanente. L'Internet a un peu cette capacité de nous mettre en relation ou en résonance avec des niveaux de conscience plus ou moins élevés qu'on peut avoir. Et ça nous confronte en quelque part un peu, ça nous fait expérimenter, je dirais, à un niveau plus concret, évidemment, ce monde plus subtil. Donc, mais parfois, les problèmes de santé nous ramènent au passé très lointain, même si on pense les avoir déprogrammés plusieurs fois. C'est comme si on avait plusieurs couches de cette problématique. C'est un peu frustrant. Tout à fait. Et c'est là qu'on touche encore à la multiconscience thérapie. C'est d'autant plus intéressant parce que ça veut donc dire que quand moi, je fais un travail sur ce que je vois là, hein, je vois ça ici, là. Quand je fais ce travail-là, je pense que je travaille sur ça. Mais en fait, non, ce que je travaille, c'est sur une couche. C'est sur comme une forme d'expression d'un problème. Et que quand j'arrive à le faire partir, ce problème-là, un nouveau problème peut apparaître. Et cet autre problème-là est une sous-couche, et ainsi de suite. Et ça, c'est ça un peu la multiconscience thérapie. C'est que quand je commence à déprogrammer la mémoire, je commence à constater que la mémoire peut se manifester de diverses façons avec la même problématique. Et qu'à un moment donné, évidemment, à mesure que je fais ce travail de déprogrammation, je comprends une chose, c'est que le travail de déprogrammation est intéressant. Mais ce qui est essentiel de faire à un moment donné, c'est ça que tu penses, dont tu parles, je crois, Marguerite, c'est qu'on est confronté un jour ou l'autre à se dire, mais il va falloir que je me libère émotionnellement parlant de ma problématique. Je ne peux pas constamment faire un travail de déprogrammation sur des reflets d'une problématique psycho-émotionnelle qui est en moi que je n'arrive pas à régler. Pourquoi je n'arrive pas à la régler? C'est parce que je ne suis pas capable de me syntoniser à quelque chose de plus élevé. Et pourquoi je ne suis pas capable de me synthétiser à quelque chose de plus élevé? C'est parce que je suis encore prisonnier de cette charge émotionnelle-là, dont je dois apprendre à m'en libérer. C'est pourquoi, justement, qu'un enseignement qui est proposé dans le cadre de la formation, qui est la dernière spécialisation, qui s'appelle Activation intuitive des ressources créatrices et libération émotionnelle, où on apprend justement, avant de faire un travail de libération psycho-émotionnelle, pour justement se dégager, je dirais, de ces problématiques-là qui vont finalement se manifester d'une façon différente à chaque fois et qui vont nous frustrer davantage. Parce que finalement, ce principe de ces mémoires-là qui se présentent à nous d'une façon constante et continue, c'est un peu le principe de la loi d'attraction. Ainsi, je vis dans la vie de tous les jours, puis je me dis, merde, je revis toujours la même chose dans mes relations amoureuses, par exemple. Ben, on pourrait dire que quand on fait un travail sur soi, je vais dire, mais merde, je revis toujours la même chose. J'ai toujours l'impression de revivre toujours les mêmes expériences. Tout simplement parce on n'a pas été capable d'aller chercher la graine psycho-émotionnelle qui est en nous, qu'on n'a pas cherché à la libérer, à la dégager. Donc, quelquefois, il faut passer par là aussi pour se dégager, se libérer véritablement de la problématique. Donc, oui, c'est ça. Ben, on dit effectivement comment se libérer d'une mémoire psycho-émotionnelle. C'est comme un oignon qui a plusieurs couches. Je pense que c'est beaucoup par la libération émotionnelle qu'on va pouvoir le faire plus facilement, puisque la libération émotionnelle va nous permettre justement de nous décharger de quelque chose qu'on garde en dedans de soi. Alors, quand on le garde en dedans de soi, on ne peut pas avoir accès à autre chose que simplement ce à quoi on vibre. Alors, il faut être capable de lâcher le morceau, comme on dit. Et souvent, c'est par des techniques de libération émotionnelle qu'on va pouvoir parvenir à le faire plus efficacement. Oui, je cherche la lumière aussi, mais on dirait qu'elle est bien loin au bout du tunnel, là où je n'arrive pas à me rendre. Peut-être viendra-t-elle à moi. Vous pensez que j'aurai cette chance? Ben, je pense qu'à quelque part, tout être humain a certainement cette chance envisagée. Puis moi, je vous dirais que l'important là-dedans, c'est de comprendre une chose qui touche aussi le sens de la conférence, qui va m'amener aussi, dont je vais vous parler très bientôt, c'est que quand moi, je veux commencer à m'ouvrir à, quand je veux m'ouvrir quelque part à qui je suis véritablement, ah, c'est ça dont tu parles, Lorraine. Tu me dis, je suis loin du tunnel. Hein, je n'arrive pas à me rendre. Donc, tu sais quelque part qu'il y a quelque chose qui est là. Tu le sais parce que tu m'en parles, même si tu ne l'as pas expérimenté. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire qu'une autre façon de travailler pour chercher justement à déprogrammer la mémoire, c'est que quand je déprogramme la mémoire, qu'est-ce que je vais observer? C'est que je vais me mettre en relation avec un potentiel, le potentiel évolutif. Ce potentiel évolutif n'est pas nécessairement présent dans la matière présentement. Et par contre, je sais qu'il est là.
mais je ne l'ai pas encore actualisé. Donc, ce qu'on peut faire, évidemment, c'est de commencer justement à développer des techniques de programmation, et non pas de déprogrammation, mais de programmation, donc de rééducation de l'inconscient. C'est-à-dire que je vais commencer justement à écrire une phrase qui va donc mettre en évidence, qui va donc refléter le changement que je veux, que je souhaite. Et je vais chercher donc à répéter cette phrase clé journalièrement, la plus précise possible, la plus régulièrement possible. On peut s'organiser un miroir pour la répéter régulièrement. On peut la répéter une quinzaine de fois, plusieurs fois par jour, etc. Ça va me permettre justement d'actualiser de plus en plus dans ma psyché cette vision que j'ai de moi et je vais commencer effectivement à pouvoir faire un travail parce que ça va faire remonter en moi des choses. Donc encore là, le processus de pleine conscience intuitive va me permettre de commencer à pouvoir vraiment faire un travail qui va me confronter à mes propres limitations, mes propres blocages par rapport à cette envie que j'ai d'atteindre cet objectif-là. Donc ça pourrait être une voie intéressante, Lorraine, d'essayer quelque chose de cet ordre-là. Quelque chose de plus élevé, bien effectivement, c'est le potentiel évolutif. Alors, Anne-Marie, tout être humain, quelque part, si on fait la déprogrammation adéquatement, on arrive à un potentiel évolutif sûr et certain. Maintenant, ce potentiel évolutif, c'est dès qu'on pense qu'on pourrait être mieux. Si toi, tu penses que tu peux être mieux, Anne-Marie, ça veut dire que tu reconnais que tu as un potentiel évolutif en toi. Ce potentiel évolutif, il sommeille en toi, il n'est pas clair, tu n'as pas réussi à le clarifier en toi. Ce serait juste bien que tu prennes un papier et un crayon et que tu cherches à le définir le plus clairement possible. Parce que plus il est clair dans ta tête, plus tu es capable de le représenter dans ton esprit, plus tu es capable de le nourrir par ta rééducation par la suite pour arriver justement à actualiser le changement. C'est un peu ce que je dirais par rapport à ça. Je ne sais pas, maintenant, Laurent me parle d'écriture, donc moi je vois ce qui est écrit, donc je ne pense pas qu'il y ait de problème là-dessus. Il faut changer son regard, mais il faut changer son regard dans la mesure qu'on doit regarder justement ce potentiel évolutif et de mettre en évidence justement l'idée que ce regard-là peut justement être actualisé dans notre vie. Et de quelle façon? C'est en rééduquant notre inconscient, en se donnant l'opportunité d'actualiser avec des phrases clés, des phrases motivatrices qui vont nous permettre justement de prendre conscience que même si on n'est pas rendu à l'étape que l'on souhaite, on va faire comme si on était là. Et on va le répéter vraiment régulièrement et on va observer qu'est-ce qui se passe dans notre inconscient, qu'est-ce qui va se passer dans notre vie, qu'est-ce que la loi de l'attraction va nous montrer comme indice d'évolution pour nous faire progresser dans ce cheminement-là, justement. Lorraine qui dit la spiritualité est tellement floue dans notre monde, bien dans le mien, malheureusement, car je rejette toute religion dans laquelle. Tu vois, déjà, Lorraine, rejeter quelque part, c'est une forme de fermeture, c'est une forme de dissociation. Alors, quand on rejette quelque chose, ça indique à quelque part qu'on a une blessure. On a une blessure parce qu'on sait pas, on n'a pas cherché à se réunifier à. Alors, une technique fort importante dans la pratique intuitive, qui est une technique de réunification, justement, où on apprend à se réunifier à toute chose avec laquelle on s'est dissocié. Et je pense que la première chose que tu peux faire, Lorraine, c'est de constater que si tu rejettes toute religion, c'est parce que tu sais au fond de toi qu'il y a une religion qui existe, qui serait merveilleuse, qui serait fantastique. Ben moi, je te dirais, arrête de rejeter toutes les religions et commence à créer ta religion. Commence à créer la religion telle que toi, tu la souhaites. Et tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose de guérisseur là-dedans. Parce que tu vas te libérer du rejet et tu vas te permettre de te réapproprier quelque part quelque chose dont tu t'étais négligé à quelque part, que tu t'es refusé de pouvoir accueillir. Donc, je pense que ça peut être fort intéressant de pouvoir faire un travail de cet ordre-là. Et ça permet justement de vraiment faire un travail assez intéressant au niveau de la déprogrammation. Bien sûr que si on poursuit dans l'idée de la conférence maintenant, évidemment, euh, après, donc, ce travail sur le grand travail sur la déprogrammation de la mémoire, où on a travaillé sur notre histoire personnelle, notre histoire familiale, où on a appris à interagir, parce que la multiconscience thérapie consiste aussi à aller voir les mémoires associées à nos arrière-parents, etc. Donc, on peut travailler sur la conscience d'eux pour apprendre à se déprogrammer d'eux. Donc, à interagir avec eux pour les libérer de leur programmation et nous permettant de nous réapproprier, nous, notre potentiel évolutif. Donc, c'est là que ça devient intéressant. Et c'est la même chose avec les mémoires d'autres vies. Et c'est là qu'on parle d'entité. Quand on reconnaît quelque part qu'une entité peut animer notre être, mais cette entité est en résonance avec nous. Donc, on va chercher à la déprogrammer pour la libérer de sa charge émotionnelle. Et en la libérant, bien, on va se réapproprier, nous, à quelque part, notre présence, notre potentiel évolutif, ce que nous sommes véritablement. Alors, c'est ça qui est la clé, la réunification de notre être, qui va être la clé qui va nous permettre donc de nous libérer des résonances avec notre nature psycho-émotionnelle pour nous permettre donc d'accéder à la dimension spirituelle de laquelle on va reconnaître
qu'on est relié à une forme d'essence fondamentale, à une forme de lumière, à une forme d'intelligence infinie, et on peut donc collaborer avec elle pour se connecter avec elle d'une façon de plus en plus importante, se relier avec elle d'une façon vraiment alignée, pour que la lumière soit présente dans tout notre être et que cette lumière-là, elle puisse justement me permettre de pouvoir répondre à ma mission de vie d'une façon la plus harmonieuse possible, parce que je me sens plus limité, plus programmé à m'empêcher d'exister. Je me donne la permission d'exister pleinement et entièrement en accord avec qui je suis. Alors ça, c'est vraiment la démarche qu'on va chercher à faire dans une démarche spirituelle, où la pleine conscience intuitive va me permettre donc de vraiment m'aligner à mon soi supérieur et de collaborer avec des guides, dans la mesure du possible, pour que ces guides-là puissent m'aider à cheminer dans le travail de la mémoire, pour qu'on puisse se déprogrammer, se libérer de plus en plus de tout ça, et que l'alignement soi supérieur devienne de plus en plus net, de plus en plus précis et de plus en plus importante. Alors, vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on va chercher à faire dans le processus de la pleine conscience intuitive. Alors, oui, mais quand on est médium, on attire les entités et pas forcément en résonance avec nous-mêmes. Moi, Bénédicte, je ne peux pas nécessairement être en accord avec ça parce que quelque part, c'est là que tu dois te questionner. Pourquoi un médium attire des entités? Moi, j'aimerais ça le comprendre, d'une part, parce que moi, j'étais médium. Hein, je sais qu'est-ce que c'est qu'être médium. C'est une des raisons pourquoi j'ai voulu justement développer l'écoute majeure, puis maintenant la pleine conscience intuitive, c'est que justement, ce processus que les médiums expriment sont souvent associés à quelque chose qu'ils ne comprennent pas clairement. Quand on dit qu'on attire des entités, moi, je ne sais pas pourquoi on attire des entités. Je ne sais pas pourquoi on devrait attirer des entités. Si on les attire, on doit le faire consciemment. Là, je peux comprendre attirer des entités consciemment pour libérer quelqu'un. Ça, c'est quelque chose de différent. Mais si on le fait, on doit être en maîtrise de ça. Malheureusement, beaucoup de médiums ne sont pas en maîtrise du processus. Et c'est ça, quelque part, que la pleine conscience intuitive permet, je pense, d'arriver à mieux cerner de quelle façon que je peux travailler avec ce qu'on appelle des mémoires, et que ces mémoires-là, quelque part, de quelle façon que je peux arriver justement à ne plus les voir comme étant justement associés au bien ou au mal. Parce que souvent, les médiums ont tendance à colorer les entités en disant qu'il y a des entités qui sont négatives et des entités qui sont positives. Et moi, je dis qu'on n'est plus dans le Far West. On n'a plus à dire que le bien puis le mal. Surtout aujourd'hui, plus que jamais, je pense qu'on a besoin de se sortir de cette notion du bien et du mal pour comprendre quelque part que la souffrance, c'est ça quelque part qui détermine ce qu'est une mémoire qui a une basse vibration, qui a une souffrance, parce qu'elle souffre, elle veut faire du mal, entre guillemets. Et nous, si on est capable de la regarder avec amour, on ne va pas vibrer avec la souffrance, avec la douleur, avec la haine qu'elle peut manifester. On va être capable de pouvoir justement faire un travail de réorganisation de cette mémoire-là pour qu'elle puisse justement ne plus être prisonnière de cette programmation-là. Alors, je pense que c'est ça un petit peu qu'il faut aussi envisager quand on commence à travailler avec ce qu'on appelle les entités, parce que moi, je pense que les entités sont d'abord et avant tout des mémoires de souffrance plus importantes. Hein? Il y a des mémoires qui sont tellement identifiées à leur souffrance qu'elles sont plus connectées avec leur identité. Un peu comme si moi j'étais mort puis que j'étais convaincu à quelque part que je ne méritais pas de mourir, ben je serais dans une souffrance en révolte contre Dieu, ben je pourrais effectivement demeurer à un niveau de fréquence très bas et vouloir m'accrocher à des êtres humains qui auraient des résonances avec moi pour pouvoir justement faire un certain cheminement dans le monde terrestre. Mais on sait évidemment que même ce cheminement-là que je vais faire dans le monde terrestre, un jour ou l'autre, la personne avec qui je suis en résonance va cheminer, et puis moi aussi. Puis inévitablement, il y aura donc une libération qui va en résulter. Et c'est comme ça que la mémoire évolue. Il y a donc une expérience humaine sur Terre qui va faire que l'être humain va évoluer, et la mémoire va évoluer grâce à ce travail qui est fait, et vice-versa. Donc, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Donc, l'idée donc de ne pas travailler avec des guides, bon, comme je dis, on ne répondra pas à toutes les questions ce soir, mais l'idée des guides, à quelque part, c'est simplement encore là une représentation spirituelle. Donc, il faut bien comprendre à quelque part que quand je commence à comprendre que la lumière, elle est donc lumière, alors donc la lumière peut être énergétique, donc elle peut être associée donc à la santé, au potentiel santé d'un être humain. Elle peut être également associée à de la mémoire psycho-émotionnelle. Donc, évidemment, dans la lumière, il y a donc une conscience mémorielle qui peut être associée à cela. Et quand on continue le voyage dans la lumière, on arrive à toucher la lumière plus pure, dans laquelle on peut constater que la conscience qu'anime la mémoire, la lumière, elle est plus intelligente, plus sage, plus vibratoirement élevée. Et c'est là qu'on va pouvoir parler avec des guides, collaborer avec des guides qui vont se manifester à nous comme des êtres de lumière capables de nous aider, de nous guider. Alors, c'est comme ça qu'on va pouvoir progresser à ce niveau-là. Alors, si on n'est pas capable de travailler avec des guides, c'est simplement parce qu'on n'est pas capable de se syntoniser à cette vibration-là. C'est pas grave. On doit simplement s'ouvrir
à cette idée, quelque part, que le guide, en quelque part, n'est pas... Toute forme de mémoire est une forme d'expression d'un guide. C'est-à-dire que moi, je peux travailler avec une mémoire de très basse vibration, mais cette mémoire de très basse vibration, elle est là pour me guider. Si je raisonne avec elle, c'est qu'elle est là pour me guider. C'est un peu comme si je rencontre quelqu'un dans la rue en me disant, mais merde, je rencontre toujours des gens qui sont toujours en train de me faire du mal. Je suis vraiment malchanceuse. Non, tu n'es pas malchanceuse. Tu devrais dire à ces gens-là, merci. Si ces gens-là te font du mal, c'est qu'ils sont là pour te faire grandir. Ils sont là pour te faire comprendre quelque chose que tu n'as pas encore compris. Donc, dans le monde subtil, c'est la même chose. Si je me mets en relation dans le monde subtil avec des mémoires qui me perturbent, ces mémoires-là, quelque part, sont là pour me guider, sont là pour m'orienter, pour élever ma conscience. Donc, on doit apprendre justement à accueillir tout cela. Et c'est dans cet accueil-là qu'on apprend justement à pouvoir comprendre la notion du guide. Le guide n'est pas nécessairement celui qui a des belles anges, des belles ailes avec des beaux cheveux blonds, des beaux yeux bleus. Un guide, c'est un guide. Un guide se situe là où on se situe, nous, dans notre conscience, et on peut collaborer avec eux au niveau de conscience dans lequel on est. Donc, un guide est toujours là, quel qu'il soit. Sauf que si on veut que le guide soit beau, lumineux, rayonnant, plein de sagesse, bien évidemment, ça peut nous limiter dans notre cheminement. Alors moi, je vous inviterais à accueillir l'expression de la sagesse qui est présente en vous, tout simplement, et de ne pas vous casser la tête là, à savoir, bon, est-ce que c'est pas un guide, donc je ne suis pas satisfaite. Donc, travaillons avec ce qui est là, et je pense que ça peut être intéressant aussi. Est-ce que cette évolution de la mémoire libère nos descendants de son influence? Logiquement, oui. C'est-à-dire que si moi, je fais un travail sur mon arrière-arrière-grand-père, il va y avoir donc un travail de libération qui va se faire parce que moi, en faisant ce travail de libération, je ne résonne plus avec la mémoire du père. Donc, je libère la mémoire du père. La conscience mémorielle de l'ancêtre va être libérée, va donc libérer ma propre conscience à moi et elle peut aussi libérer d'autres individus dans ma famille qui sont sur Terre et qui vont plus avoir même relation avec cette mémoire-là parce que j'aurais fait un travail de libération. Ça, c'est quelque chose qu'on peut effectivement retrouver, qui est fort intéressant de constater. Donc, c'est quelque chose qu'on peut effectivement voir dans un travail que l'on fait sur la psycho, sur les mémoires familiales. C'est quelque chose qu'on peut effectivement évaluer d'une façon assez intéressante. Maintenant, si vous le voulez bien, je vais peut-être conclure avec justement les 5 étapes pour la guérison de l'être. Alors, ça va être assez rapide puisqu'on a déjà vu parmi plusieurs d'entre elles. Donc, la première étape pour favoriser la guérison de l'être, et quand je dis ce sont des étapes, ce n'est pas essentiel, mais chacune d'elles ont des éléments très positifs et très évolutifs qui vont nous permettre donc de pouvoir vraiment favoriser la guérison de l'être. La première étape, c'est certainement le décodage intuitif. Si je suis capable de comprendre ce qui se passe en moi, je suis capable de comprendre ce qui se passe dans l'autre, je ne suis pas en train de juger, je ne suis pas en train de me juger, je suis simplement en train de m'accueillir. Donc, la connaissance, la compréhension est vraiment une étape fondamentale pour favoriser la guérison de l'être, parce quand on comprend les choses, on n'est pas dans un processus de souffrance aussi élevé, puisqu'on est capable de cerner les choses de la vie, la raison d'être de l'existence, la raison d'être des événements qui se produisent dans notre vie. Donc, je dirais que cette première étape-là est assez essentielle. Par contre, évidemment, des gens vont me dire, ah ben moi, j'ai travaillé sur des problèmes de santé, j'ai pas été voir la cause, j'ai simplement travaillé sur les problèmes de santé énergétique et j'ai réglé la chose. Bien sûr, on n'est pas obligé de passer par les 5 étapes que je vais décrire pour favoriser la guérison de l'être. Je vous dirais que la complémentarité de chacune d'elles vont vraiment donner une optimisation en fait, c'est ce que j'appelle la pleine conscience intuitive. La pleine conscience intuitive implique que je sois capable de comprendre, implique que je sois capable de déprogrammer la mémoire, que ce soit au niveau énergétique, psycho-émotionnel ou spirituel. Je vais apprendre donc à déprogrammer la mémoire pour apprendre justement à me libérer de sa programmation. Alors ça, c'est un élément important. Je comprends, mais en plus que je comprends, je me libère. Je me libère des programmations mémorielles qui sont présentes en moi. Donc ça, c'est une deuxième étape fort importante. La troisième, c'est le soin psycho-énergétique. À partir du moment où je fais un soin sur moi ou sur un partenaire, ce que je fais, c'est que je transmets de la lumière. Si je transmets de la lumière, je suis en train de redonner à mon champ énergétique ou celui de mon partenaire une réorganisation biolumineuse qui va faire que la personne va être capable de prendre la déprogrammation, puis de l'amplifier et de l'amener à mon conscient de façon de plus en plus importante. Donc, le travail du soin psycho-énergétique va favoriser donc un potentiel santé, un potentiel psycho-émotionnel et un potentiel spirituel, puisque l'énergie sera plus dans un processus d'amplification, je dirais. La quatrième étape, qui est assez importante, c'est ce que j'appelle la réunification. C'est une technique à quelque part d'accueil, c'est-à-dire que je cherche justement à ne plus être dissocié de mon être. Alors, dissocié de mon être, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je deviens conscient de ma responsabilité.
ma responsabilité par rapport à qu'est-ce que je vis en dedans de moi. Donc, prendre conscience que tout ce que je vis en dedans de moi, j'ai une responsabilité. Tout à l'heure, quand on parlait des médiums qui vont attirer des entités et qui vont vivre des souffrances associées à cela, ils ont une responsabilité. Cette responsabilité fait d'eux des êtres qui ont à comprendre quelque chose de ça. Alors, quand je commence à développer la pleine conscience intuitive, je commence à comprendre quelque part que je ne suis pas une victime, que je ne suis pas quelqu'un qui subit la vie, je suis quelqu'un quelque part qui interagit avec la vie. Et que s'il y a des choses que je n'aime pas dans la vie, j'ai peut-être justement à commencer à faire un travail de réunification avec les souffrances qui sont en moi pour me permettre justement de me libérer de ces souffrances-là et me permettre donc de pouvoir accéder à une nouvelle vision du monde finalement. Alors c'est ça un peu que je vous dirais par rapport à cette quatrième étape dans le processus de la pleine conscience intuitive, favorisant la guérison de l'être. La cinquième étape qui est vraiment importante, c'est à partir du moment que j'ai fait ce travail de déprogrammation dont j'ai parlé tantôt, j'ai donc vraiment pu établir, puis connecter avec un potentiel évolutif qui est en moi. Ce potentiel évolutif, ça veut dire que c'est un potentiel qui est virtuel, c'est-à-dire je vois qu'il y a quelque chose en toi qui est en évolution. Mais ce potentiel évolutif que je vois qui est en toi n'est pas actualisé, c'est-à-dire que tu n'es pas encore ça. Qu'est-ce qui va faire que tu vas devenir ça? C'est que tu vas être capable de l'actualiser. C'est-à-dire que tu vas prendre ce potentiel virtuel et tu vas le nourrir. Tu vas lui donner de l'importance à un point tel qu'il va devenir toi. Comment va-t-on faire ça? C'est là quand je parle des techniques de rééducation de l'inconscient, c'est-à-dire que parce que je souhaite amener un changement dans ma vie, que je reconnais que le changement dans ma vie, c'est le potentiel virtuel que j'ai pu connecter par la déprogrammation de la mémoire cellulaire, mais je peux effectivement donc me regarder dans un miroir, prendre une phrase clé qui va donc vraiment symboliser ce changement-là et le répéter régulièrement et faire comme si ce changement-là était déjà dans ma vie. Je vais donc travailler de cette façon-là, de façon très régulière, en observant ce que la loi d'attraction va me mettre sur mon chemin. C'est-à-dire que plus je suis en résonance avec ce changement-là, plus je vais peut-être constater que la vie va me transmettre de nouveaux signaux. Et ces signaux-là vont me permettre de comprendre la vie différemment. Donc, vous voyez à quelque part que ces 5 étapes-là vont vraiment permettre un processus de réorganisation de plus en plus élevé dans ma vie et qui va faire que cette guérison de l'être va pouvoir être optimisée par l'idée que je vais avoir passé par ces 5 étapes-là qui sont essentielles pour favoriser donc la pleine conscience intuitive et la guérison de l'être. Alors, c'était un peu ce que j'avais envie donc de vous proposer comme conférence. Je ne sais pas si vous avez des questions maintenant sur l'ensemble de ce qui a été dit ou sur d'autres sujets. J'avais donc une question, évidemment, qui m'avait été déjà posée, que je vais prendre le temps de répondre pendant que vous avez peut-être des questions que vous allez noter dans le chat. C'était concernant les questions sur les résistances. Il y a des personnes qui ne ressentent pas et qui ne comprennent pas ce qu'on leur dit dans un processus de pleine conscience intuitive. Et à moyen, on n'arrive pas à se faire entendre d'eux, on n'arrive pas à se faire comprendre d'eux, donc on se sent un peu inhibé ou limité dans le processus d'aide qu'on peut avoir avec ces personnes-là. C'est une question qui m'a été posée donc précédemment. Ce que je dirais par rapport à ça, c'est que quand on est devant une personne, dans un premier temps, quand une personne ne ressent pas, okay, c'est une première chose. Alors, ça veut dire quoi qu'elle ne ressent pas? Elle ne ressent pas quoi? C'est une première chose. Parce que si moi si je la pince, cette personne-là, est-ce qu'elle va ressentir que je la pince? Ça fait un peu bizarre ce que je viens de dire, hein? Mais c'est pour explorer l'idée que quand elle dit je ne ressens pas, qu'est-ce qu'elle dit, c'est qu'est-ce qu'elle ne ressent pas. Parce qu'elle fait référence à quelque chose, cette personne-là. Quand elle dit je ne ressens pas, c'est qu'elle fait référence à quelque chose qu'elle reconnaît qu'elle ne ressent pas. Est-ce qu'elle ressent quelque chose d'autre que ce qu'elle dit qu'elle ne ressent pas? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que, dans un premier temps, il faut comprendre évidemment que l'être humain a ses propres résistances. Il a appris à dire je ne ressens pas pour se protéger d'un certain nombre de choses. Et si nous, on comprend quelque part la raison d'être de ces résistances-là, ben déjà, on peut commencer à comprendre davantage ce que cette personne veut nous communiquer. Donc, je dirais que la première chose qui est à faire dans une condition comme celle-là, si on est capable de le faire, c'est de se mettre en relation avec la personne qui dit qu'elle ne ressent pas. Ça veut dire quoi? Je me mets en relation avec la représentation perceptive que j'ai de cette personne qui dit ne pas ressentir. Et je vais donc constater que dans la multiconscience thérapie, cette personne-là peut être couchée sur une table de massage, par exemple, elle est physiquement là, mais je peux me mettre en relation avec la conscience énergétique, l'état de conscience énergétique qui dit « je ne ressens pas ». Et je peux faire un travail là-dessus pour comprendre justement davantage la raison d'être de ce qui est présent chez cette personne-là par rapport à ça et de comprendre la dynamique énergétique et psycho-émotionnelle qui est associée à cela. Donc, ça peut déjà être une voie à explorer.
L'autre chose, évidemment, qui est là, c'est que si elle ne ressent pas, elle voit ou elle ressent ou elle entend peut-être. Ça, c'est une autre chose, qu'on sait que 3 modes de communication dans la pleine conscience intuitive. Donc, on va parler donc de la vision, on voit, on peut entendre ou on peut ressentir. Donc, si la personne ne ressent pas, peut-être qu'elle voit, peut-être qu'elle entend. Donc, ça, c'est important d'être attentif au mode de représentation que notre partenaire peut utiliser. Alors, si la personne dit qu'elle ne ressent pas, mais peut-être qu'on peut dire, on peut tenter de faire des suggestions visuelles ou tenter de faire des suggestions auditives pour voir comment la personne réagit à ça. Ça peut être une autre façon de procéder. Euh, Quand on dit la personne ne comprend pas ce que je lui dis parce qu'elle ne ressent pas, ça veut donc dire quelque part qu'il y a un problème de langage, souvent. Moi, ça m'arrive quelquefois que quand je fais une lecture intuitive à quelqu'un, une personne va me dire je ne comprends pas. Et quand elle me dit je ne comprends pas, ça veut simplement dire qu'elle ne comprend pas ce que je lui dis, mais que si je lui exprime avec d'autres mots, elle peut très bien comprendre ce que je lui dis. C'est-à-dire que les mots que j'utilisais n'étaient pas appropriés pour elle. Donc, encore là, c'est important aussi de tenter d'expliciter les choses autrement. L'autre chose aussi qui est intéressante, c'est d'amener notre partenaire à participer davantage. Quelqu'un qui ne ressent pas, c'est quelqu'un qui ne se sent pas engagé dans le processus. S'il ne ressent pas, c'est-à-dire c'est un peu comme si sa conscience était ailleurs. Je ne ressens pas. C'est-à-dire tu me fais quelque chose, mais je ne le ressens pas. Un peu comme si on était désaligné ou dissocié complètement. Donc, ça peut être intéressant, évidemment, de l'inviter à ressentir, mais ressentir qu'est-ce qu'elle a envie de ressentir. Donc, de l'amener à se réapproprier un certain pouvoir sur l'expérience qu'elle est en train de vivre, parce que justement, les gens qui disent qu'ils ne ressentent pas, puis qui veulent à quelque part ne pas ressentir, sont souvent des gens qui veulent justement manifester une certaine résistance par rapport aux soins qu'on leur fait. Et que plus on va chercher à vouloir les convaincre de ce qu'on perçoit, de ce qu'on voit, plus ils vont résister aussi. Donc, quelquefois, on va leur tendre la main et on va les inviter à dire, ah, mais c'est pas grave que tu ressentes pas. Dis-moi donc ce que tu ressens présentement, toi, dans ton propre être. Tiens pas compte de ce que moi je te dis, mais dis-moi comment tu te sens par rapport au fait que tu ne ressentes pas. Et là, on peut les amener à explorer un travail intuitif dans lequel on peut les accompagner dans l'exploration qu'ils vont faire avec eux-mêmes. Et ça leur permet donc de se réapproprier un certain pouvoir par rapport à leur travail intuitif, au travail intuitif que l'on fait avec eux. Donc, ça peut être une façon intéressante de pouvoir procéder également. Alors, je ne sais pas si ça aide la personne qui m'a posé la question. J'ai proposé évidemment de me faire un petit signe que ça lui convient comme réponse. C'est surtout les personnes qui le disent, qu'ils ne ressentent pas. Mais justement, ces gens-là, quelque part, il y a deux questions qu'il faut que tu te poses. La première, c'est est-ce que tes informations sont claires? Et si elles le sont, de chercher à changer ta formulation pour voir comment elle a plus répondre à ce que tu leur dis. Si après quelques fois, tu constates toujours la même chose, ben moi, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement lui proposer à cette personne-là d'aller explorer dans son intérieur pour qu'elle aille voir quelque part qu'est-ce qui anime son être à ce moment-là, comment elle se sent intérieurement. Et on peut à ce moment-là, nous, se mettre en relation aussi elle va se mettre en relation avec des choses qu'elle expérimente, qu'elle vit, et nous, on peut à ce moment-là accompagner la personne pour finalement lui mettre en mots qu'est-ce qu'on perçoit aussi par rapport à ce qu'elle perçoit. Et là, on arrive à une collaboration plus étroite, et souvent, ça peut aider aussi à permettre justement ce travail-là à se faire. Dis-toi, Marguerite, que c'est un travail de synchronisation. Toi, tu dois te syntoniser avec ton partenaire. Si ton partenaire résiste, c'est qu'il y a des protections. Et ces protections-là, tu dois apprendre justement à les toucher pour que tu sois capable de rétablir le lien avec la personne. Donc, c'est ça un petit peu le jeu qu'il faut chercher à faire dans des conditions comme celle-là. Mais comme je te disais tantôt, si tu lui donnes l'opportunité de prendre plus d'espace dans le travail intuitif, en lui proposant, par exemple, d'explorer par elle-même qu'est-ce qui se passe en elle, ça a des chances, effectivement, que tu puisses lui enlever cette tension qu'elle a, la personne, et qu'elle puisse, effectivement, se sentir plus à l'aise à explorer par elle-même, parce que si elle refuse elle ne reconnaît pas ce que tu lui dis, c'est peut-être parce qu'elle a des appréhensions de laisser aller le processus. Donc, en lui donnant les cordes qu'elle peut dominer, qu'elle peut prendre en main, ça peut faciliter aussi le travail à ce moment-là. C'est ce que je t'inviterais peut-être à faire par rapport à ça. Donc, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à me les faire savoir. Alors, bon, donc la conférence de ce soir avait pour objectif donc de vous présenter l'ensemble des enseignements quelque part qui vont être présentés aussi dans le cadre du stage du 21 au 25 août, donc qui va avoir lieu donc très très bientôt. Et évidemment,
c'était pour vous présenter un petit peu l'ensemble des activités de ce stage-là qui vont s'appliquer tant dans le travail personnel, puisque j'ai bien fait attention tout au long de la conférence de vous présenter qu'il y a un travail personnel qu'on faisait sur soi et un travail donc où on va apprendre à le faire sur quelqu'un d'autre. Alors même si on n'est pas thérapeute, on peut donc découvrir des outils qui vont nous permettre de mieux comprendre notre entourage, tout comme de faire un travail sur soi d'une façon plus importante. Et on va donc faire un survol des grandes applications de la pratique intuitive, telles que je l'ai présenté un petit peu ici, avec donc le travail sur la multiconscience thérapie, le travail sur les soins quantiques de l'oreille et des fascias, sur le coaching évolutif et des formations de la mémoire cellulaire, sur l'alimentation supérieure et des programmations grâce au guide, et évidemment l'activation intuitive des ressources créatrices et libération émotionnelle. Donc, ce stage-là va vraiment vous présenter l'ensemble de tout cela pour que vous puissiez évidemment arriver avec une synthèse de l'enseignement après ces 5 jours de formation-là, et qu'à par la suite, bien évidemment, si vous avez envie, vous pourriez donc approfondir grâce aux autres stages qui auront lieu dans le cadre du temps, puisqu'il y aura donc d'autres enseignements qui seront donnés dans le futur. Donc, pour le 21-25 août, vous savez qu'il y a donc une offre assez intéressante. Donc, vous avez un stage de 5 jours, mais vous avez également 2 modules d'enseignement web qui vous sont proposés, l'introduction en ligne qui vous est offerte gratuitement. Vous avez une supervision, vous avez une possibilité d'une supervision si vous le souhaitez, et vous avez le stage, et vous avez également des bonus d'enseignement qui vous sont offerts. Alors, tout ça, c'est une valeur quand même de près de 1 800 € en fin de compte, en tout et partout. Et là, on vous propose à 600 € si vous ne faites pas de supervision. Et si vous voulez la supervision, c'est 750 €. Et ça, vous avez jusqu'au 15 juillet, donc c'est très bientôt la date limite pour vous inscrire à cet enseignement-là du 21 au 25 août, qui est donc une offre assez exceptionnelle, puisque normalement, cet enseignement-là a une valeur de 750 € véritable. Dans le futur, ça sera ce prix-là. Il y aura donc le 600 € est un prix donc, qui vous permet de pouvoir justement faire cet enseignement-là d'une façon avantageuse, je dirais. Et vous avez donc l'opportunité de faire la formation, de vous inscrire aussi à la formation professionnelle, qui se compose donc de 5 spécialisations. Ces 5 spécialisations sont d'une valeur donc en tout et partout de 3 750 € et vous avez un prix spécial de 3 500 € ou dollars, bien évidemment, qui peuvent aussi s'appliquer pour ces spécialisations-là. Ça, c'est une opportunité que vous avez de vous inscrire à ces formations-là si vous êtes intéressé. Et donc, évidemment, on vous donnera en temps et en heure les horaires et les activités des prochains stages et tout ça. Et vous avez également la possibilité de la formation personnelle qui est toujours disponible, de 15 modules, plus un week-end d'introduction, plus des consultations, plus des webinaires, plus, bon, beaucoup de choses. C'est une formation qui est très, très complète et qui vous permet vraiment donc de découvrir vraiment l'utilisation de la pratique de la pleine conscience intuitive uniquement sur vous-même, puisque cet enseignement est vraiment orienté que sur vous. C'est un enseignement, évidemment, qui peut se faire en modules détachés ou en formation complète, donc qui est pour 995 €, 995 $ pour la formation au complet. Sinon, vous pouvez la faire en pièces détachées aussi. Donc, voilà. Donc, pour d'ici le 15 juillet, vous avez ces opportunités-là qui s'offrent à vous. Vous avez des modalités de paiement, donc de 1 paiement, 3 paiements, 6 paiements et 12 paiements. Et vous pouvez toujours communiquer avec moi si vous avez des questions pour aller plus loin dans votre réflexion, votre démarche concernant les inscriptions à l'une ou l'autre des formations. Vous avez également la possibilité, pour vous aider à faire votre choix, j'offre des consultations, donc téléphoniques ou par Skype, à 65 € pour 1 heure. Donc, normalement, c'est 75 € pour une rencontre, une consultation. Donc, si ça vous dit, c'est une option que je vous propose pour peut-être que vous avez envie d'expérimenter ce que ça peut faire qu'une rencontre en pleine conscience intuitive. Donc, vous avez l'opportunité de pouvoir bénéficier de cette promotion-là, justement. Donc, d'ici le 15 juillet, ben, vous pouvez me communiquer avec moi, puis on prend rendez-vous pour pouvoir faire une consultation avec vous à ce niveau-là. On me demande si le stage similaire dans le futur, bien sûr que il y aura un stage similaire qui aura lieu donc mars-avril, quelque chose comme ça. La date n'est pas totalement arrêtée, dans lequel évidemment on va reprendre un peu ce stage de multiconscience thérapie, transformation éveil. Alors pour ceux qui sont intéressés, ce sera une autre option de pouvoir le faire. Évidemment, le coût sera un peu plus élevé que ce qui est proposé cette fois-ci, mais c'est une autre option qui pourrait être intéressante pour vous de vous inscrire à ce moment-là. Donc voilà, c'était un petit peu ce que j'avais envie de vous transmettre. Est-ce que, habituellement, je termine moi avec une petite démonstration. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont intéressés
dans la salle une petite démonstration concernant donc la multiconscience thérapie et la pleine conscience intuitive. S'il y a quelqu'un dans la salle, juste me dire OK, puis on pourrait faire une petite démonstration avant de terminer. Laurent, est-ce que c'est toi est-ce que tu t'es présenté comme étant celle qui aimerait une petite consultation, c'est ça? OK, donc on va y aller avec Lorraine. Est-ce que tu as un thème particulier, Lorraine, pour cette lecture? Si tu as un thème particulier ou non, si tu n'as pas de thème particulier, je simplement la liberté. OK. Donc, je me mets en relation avec toi, Lorraine. Tu vois, ce que je sens de toi dans un premier temps, Lorraine, concernant cette notion de liberté, ce que je sens, c'est comme une raideur dans tes jambes, dans ton bassin. Et cette raideur-là indique bien quelque part cette idée de quelqu'un qui pourrait se dire, je pourrais faire ceci, je pourrais faire cela, mais je ne le ferai pas pour telle raison. Ah, vous voyez, quand on parle de potentiel virtuel, tantôt j'ai parlé de déprogrammation. C'est un exemple intéressant qu'on regarde ensemble avec toi, Lorraine, parce que quand on voit quelqu'un qui dit non déjà avant même d'entreprendre quelque chose, c'est-à-dire qu'on comprend que cette personne-là a des potentiels d'évolution, des potentiels expansifs qui sont en elle, mais elle se les interdit tous. Elle dit non, non, je ne pourrais pas faire ça, non, je ne pourrais pas faire ça, non, je ne pourrais pas faire ça. Donc, elle s'empêche d'expérimenter la liberté qu'elle pourrait vivre parce que justement, elle a appris à s'interdire cela. Quand je dis elle a appris à se l'interdire, c'est qu'on lui a enseigné d'une certaine façon euh, de, elle a appris à quelque part à s'interdire, à ne pas se donner la permission de pouvoir justement vivre et expérimenter le processus. Alors, de cette processus de liberté-là. Alors, j'ai l'impression que ça serait la première chose que je dirais, c'est qu'il y a une raideur dans les jambes, dans le bassin, qui font que l'énergie est un peu figée. Donc, évidemment, c'est une forme de congestion pour moi, une forme de surcharge énergétique qui est présente dans le bas du corps, qui peut favoriser une moins bonne circulation énergétique dans les jambes également et dans la zone du bassin. Alors, ça, ce serait un petit peu une forme de vision globale, je dirais. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à déprogrammer tout ça pour pouvoir avancer. Tu me dis, Lorraine, si ça te parle, ce que je te dis, si tu as des questions ou si des interrogations par rapport à ça. Je ne comprends pas très bien, Lorraine, par rapport à la notion de liberté. Moi, ce que je te dis, en fin de compte, ici, je veux plutôt savoir ce que tu penses de ce que je te dis plutôt que ce que tu as écrit. Je veux quelque part que tu me dises effectivement si ça correspond à ce que tu expérimentes, cette forme de prison, cette forme d'inhibition au niveau de la liberté que je sens au niveau de tes jambes. Un peu comme quelqu'un qui est toujours en train de se mettre en prison, en fin de compte, parce que justement, il y a toujours cette espèce d'impression quelque part de ne pas avoir le droit de, hein, un peu comme le sentiment qu'on ne pourra pas faire ceci, on ne pourra pas faire cela pour toutes sortes de raisons qui font qu'on s'inhibe. Et pour moi, ça met en évidence effectivement quelque chose de limitatif. C'est-à-dire qu'on s'inhibe, et parce qu'on s'inhibe, on croit à l'inhibition, et on n'arrive jamais à pouvoir effectivement entreprendre un processus évolutif de cette façon-là. Oui, oui, mes jambes sont fort douloureuses de ces temps-ci. OK, bon, donc on va essayer de déprogrammer ça maintenant. Ça, ce que je sens dans un premier temps de la déprogrammation, c'est la douceur. La douceur, pour moi, ça va beaucoup avec la féminité dans ton cas. Il y a quelque chose dans toi qui a besoin de douceur, qui a besoin de féminité, qui a besoin d'harmonie, qui a besoin d'équilibre. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire de croire à la vie. Croire à la vie, ça veut dire croire à l'équilibre que la vie peut nous apporter. Moi, j'ai l'impression que tu y crois pas, cet équilibre-là. Tu crois pas que la vie peut être harmonieuse et équilibrante. Ce qui fait que tu subis à quelque part la vie dans la nature non équilibrée et non harmonieuse qu'elle peut te transmettre. Donc, tu la subis dans le sens négatif du terme. Comme la vie ne peut pas être comme je voudrais qu'elle soit, je suis obligé de subir ce qu'elle me donne, la vie, ce qu'elle me propose, la vie. Alors que moi, ce que je te dis, c'est que si tu assumais au niveau de ton bassin et de tes jambes cette envie que tu as de vivre la liberté et de vivre l'harmonie, tu changerais ta vie complètement parce que tu commencerais à reconnaître que ce sentiment d'harmonie qui est en toi, tu as droit et tu as envie de l'expérimenter d'une façon de plus en plus importante et d'une façon de plus en plus significative pour toi. C'est un petit peu ce que je te dirais par rapport à ça, Lorraine. Je sais pas ce que tu en penses, toi, de ça.
Oui, reconnaître ce sentiment d'harmonie n'est pas une chose facile pour toi parce que dès qu'on essaie d'amener de l'énergie, à faire circuler l'énergie dans tes jambes et ton bassin, on voit notre terrain comme une résistance qui est là, qui est vraiment en liaison avec ce qu'on appelle des relations toxiques. Tu sais, les relations toxiques, c'est l'impression quelque part que on voudrait arriver à quelque chose de mieux, mais on ne parvient pas parce qu'autour de soi, il y a des gens qui sont méchants. Je dis ça d'une façon exagérée, qui sont pas corrects avec nous. Et c'est ça un peu les relations toxiques, c'est ces relations dans lesquelles on est confronté constamment à quelque chose de disharmonieux. Et c'est ça un petit peu que je sens quelque part qui, euh, t'exagères pas, je suis toujours en train de faire des caricatures, moi, quand je fais des lectures, mais ces caricatures-là, je t'invite justement à ne pas t'arrêter à la caricature comme telle, mais à reconnaître à quelque part comment tu peux devenir, comment tu es une victime. J'exagère peut-être en le disant encore une fois comme ça, mais la victime, qu'est-ce que c'est? C'est une personne, effectivement, qui ne croit pas en elle et qui subit les autres. Et parce qu'elle subit les autres, elle ne peut pas justement envisager de vivre l'harmonie, l'équilibre, parce que l'harmonie puis l'équilibre, c'est ne pas croire aux autres, c'est de croire en soi. Et si je crois en moi, je cesse de croire aux autres et je commence à expérimenter ma liberté et je commence à croire en ma vision de la vie. J'arrête donc d'écouter la vision des autres. Je commence à m'individualiser, je commence à me donner le droit de dire c'est suffit, j'ai le droit d'exister, j'ai le droit de vivre comme je l'entends, comme je le veux. Et je pense que c'est ça, quelque part, qui serait peut-être intéressant d'explorer ça. Ben, disons que serait-ce moi se victimiser volontairement? Je dirais quelque part que la victimisation, finalement, c'est jamais quelque chose, on veut jamais vraiment se victimiser. C'est malheureusement notre identification à la souffrance qui fait qu'on devient victime parce qu'on n'a pas l'impression qu'on puisse être autre chose que ça. Et je pense que dans ton cas, la reine, il y a certainement cette notion d'harmonie dont j'ai parlé tantôt. Moi, je dirais ça comme ceci. Tantôt, je te parlais de potentiel évolutif. Mais c'est intéressant pour toi de prendre un papier et un crayon puis de commencer à noter à quoi ressemblerait ta vie dans un contexte d'harmonie, d'équilibre, de liberté, de pouvoir faire ce que tu veux, ce que tu entends, ce qui te plairait, etc. De vraiment commencer à te donner des indices de ça, de commencer à toucher ça. Et même, je te dirais, de vraiment avoir un petit journal intime dans lequel cette notion de liberté serait constamment sollicitée. C'est-à-dire qu'à chaque jour, tu prendrais le temps d'écrire qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour ma liberté, comment j'ai expérimenté ma liberté aujourd'hui, etc. De constamment focuser sur cette liberté et sur le sens positif de l'équilibre et de l'harmonie relié à la liberté. Ne pas mettre de l'emphase sur j'ai pas réussi, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela. Non, mettre l'emphase sur la réussite et avoir une phrase clé que l'on pourrait se donner, comme par exemple euh, je suis en parfaite harmonie avec la vision de ma vie actuellement. Tu vois, ça pourrait être une phrase comme ça que je te donne très spontanément, mais qui te permettrait de commencer justement à te rappeler constamment ce désir que tu as d'être en harmonie parfaitement avec ce que tu ressens au fond de toi-même comme étant la justesse de ta personne. C'est ça, quelque part, qui, je pense, est relié à ta souffrance. C'est cette difficulté que tu as de pouvoir envisager que tu as droit à cette vision de l'harmonie, de l'équilibre que tu souhaiterais incarner et que tu n'as pas l'impression d'avoir le droit d'incarner. Alors, je pense que c'est ça un petit peu que je te dirais par rapport à ça, Lorraine. Qu'est-ce que tu en penses? Ça te parle? Ça te va? Ah, c'est sûr que là, on pourrait évidemment poursuivre pour aller plus loin dans une consultation. Normalement, une consultation va durer 1 heure, puis souvent, c'est enregistré parce que justement, j'encourage beaucoup les gens à pouvoir écouter l'enregistrement, parce que ça fait partie effectivement de cette notion de rééducation de l'inconscient qui est très importante dans la pratique intuitive telle que moi je la propose, qui permet justement d'amplifier ce qui se passe en soi et de lui donner encore plus de couleur, plus de force. Tu vois, je vais essayer, mais tu sais, les relations humaines, c'est difficile. Tu vois, qu'est-ce qui est difficile, Lorraine? Moi, je te dis, quelque part, reviens sur le focus de la liberté, de l'équilibre, de l'harmonie et cherche à être dans l'équilibre, dans l'harmonie et dans la connexion avec toi-même. Les relations humaines, c'est pas difficile. C'est pas difficile si tu penses à toi, tu reconnais qui tu es et que tu te permets de l'affirmer et de l'assumer et que tu acceptes justement que l'idée que les autres êtres humains vont faire exactement la même chose. Il y a des gens qui vont être contents que tu t'assumes, puis il y a des gens qui ne sont pas contents que tu t'assumes. Là, je te parle d'une façon un petit peu caricaturale et un peu ferme pour te faire comprendre justement qu'il faut que tu brises à quelque part cet effet de résonance de victime à quelque part. Tu sais, ah, c'est difficile les relations humaines, tu sais, ah, je pourrais jamais. Tu vois, ça c'est déjà le côté mou, je te dirais, et qui fait que tu t'éloignes déjà du potentiel évolutif que je viens de te nommer. Donc, je te dirais d'être attentif à ça pour justement être consciente que focuser vers le changement, c'est focuser vers le changement. C'est pas focuser vers c'est difficile, c'est compliqué, j'y arriverai jamais. Non, ça, c'est pas focuser vers le changement. Ça, c'est focuser vers les anciennes dynamiques qui nous justifient et qui nous excusent et qui nous confirment qu'on ne pourra jamais y arriver.
Et je pense que c'est important quelque part que tu sois consciente de cette dynamique-là qui est en toi et de commencer justement à développer la pleine conscience intuitive à ton niveau, mais quand même que tu sois capable de reconnaître que ces états-là, quelque part, te limitent et te t'inhibent, je dirais, à ce niveau-là. Ça va? Donc, voilà, c'était un petit peu la présentation. Oui, je vais focuser vers le changement, mais ça aussi, je dirais que c'est pas facile. Attention, Lorraine, je ne veux plus t'entendre ce mot, c'est pas facile, c'est difficile, c'est ceci, c'est cela. Non. Focus vers la lumière, Lorraine. C'est évident que tu sais que ça ne sera pas facile, puis c'est difficile, puis tout ce que tu veux. On n'a pas besoin de te, t'as pas besoin de te le répéter à tous les jours, puis à toutes les 5 minutes. Tu le sais que ça ne sera pas facile et ça ne sera pas difficile. Maintenant, donne-toi la permission d'une chose, de dire, mais dorénavant, j'ai envie de me donner une chance. Me donner une chance, c'est d'arrêter de me dire que je suis dans la difficulté, que ce ne sera pas facile. Me donner une chance, c'est de dire, j'ai envie d'être lumineuse, j'ai envie d'être en état d'harmonie, d'équilibre, j'ai envie de me donner une chance pour expérimenter ça. Je te dirais que c'est ça vraiment qu'il faut que tu focuses. Et c'est là c'est intéressant qu'on ait pris ton exemple parce qu'on voit bien quelque part comment l'envie d'être en harmonie est une envie de tout chez toi, Lorraine, mais comment quelque part déjà tu te programmes à ce que ce soit pas possible en te disant tout le temps ce sera pas facile, ça va être difficile, ainsi de suite. Je pense que c'est important quelque part que tu commences à devenir conscient de ça et que tu commences justement à te donner la chance de te tendre la main pour au moins te permettre d'expérimenter un état plus lumineux, je dirais, par rapport à ça. Donc, ça va? Donc, oui, te faire plus confiance, tout à fait, ça serait un beau cadeau que tu pourrais t'offrir pour l'occasion. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions avant que je termine? C'est beau? Donc, écoutez, je vous remercie d'avoir été présente tout au long de ce webinaire, de cette conférence. J'espère qu'elle vous a intéressé, qu'elle vous a plu. Elle sera donc mise en ligne sur le canal Pleine Conscience Intuitive sur YouTube dès que je le peux, donc peut-être en fin de journée ce soir pour vous. Donc, demain matin, vous devriez pouvoir le visionner. Et dans ce sens-là, vous allez recevoir un mail en début de semaine prochaine pour vous informer effectivement de l'accès à ce webinaire-là, cette conférence-là, si vous avez envie donc de la visionner. Alors, je vous inviterai donc simplement, donc si vous avez envie, dans le site de Pleine Conscience Intuitive sur YouTube, de me dire quelque part vos commentaires sur qu'est-ce qu'on a pu voir aujourd'hui par rapport à ce potentiel évolutif. Quel serait le potentiel évolutif que vous voyez en vous, que vous pourriez nourrir davantage? Lorraine, on a touché un petit peu le tien, mais d'autres êtres humains, d'autres personnes dans la salle auraient peut-être envie de le partager. Donc, je vous invite à pouvoir me faire part de comment vous avez expérimenté cette idée du potentiel évolutif, à quoi il ressemble votre potentiel évolutif. Exprimez-moi ça sur la page de la pleine conscience intuitive YouTube et moi, je prendrai le temps de vous répondre assurément par rapport à ça. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés pour les inscriptions, pour les formations, pour les enseignements, pour les questionnements, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ça me fera plaisir de répondre à toutes vos questions concernant les différentes options que je vous proposais. Je vous remercie beaucoup. À très bientôt. Passez une belle fin de soirée.